C'est un vrai miracle, un vrai miracle. À chaque fois... Hey, je vais enlever ça, maudit que j'ai chaud. C'est vraiment incroyable. J'en reviens jamais. Hey, ça fait 36 ans. 36 ans que j'ai la chance de dire aux gens comment je vois les choses. Comment je réagis. Puis je gagne ma vie à faire ça. Ça, je pense, c'est bon, maudit. D'un autre côté, sacrifice que c'est énervant. Puis à soir, un peu plus. Les bébites, hein, le yogourt a resté pogné ici. À tout coup, c'est mal. C'est où pourquoi? C'est parce que quand tu es sur un théâtre, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, tout le monde te regarde. Hein, puis il y a des regards. Il y en a qui te connaissent, qui ont un beau sourire. Puis l'autre, c'est la première fois, mais ils disent, c'est lui. Toute la soirée, y a-t-il une intermission? Heureusement, c'est un billet donné. Vous avez tellement raison pour ça. Qui suis-je pour venir vous parler? J'ai jamais gagné des grandes médailles, j'ai jamais fait des actes d'éclat. Je suis un gars comme tous vous autres, même de l'âge d'or. 76 ans. Bien sonné, monsieur. Oh! Applaudissez pas trop parce que vous allez tous arriver là, vous n'êtes pas rendus. C'est le chemin, ça. 54 ans marié avec la même femme, Céline, celle que j'appelle maman. Oh, ça, c'est meilleur. Ça, c'est pas un record, mais c'est une maudite bonne moyenne, par exemple. 5 enfants, tous adultes maintenant. 21 petits-enfants ont suivi. Wow! Faites des bons coups, moi, dans la vie. D'un autre côté, je suis les pieds d'un plat. On se met toujours les pieds d'un plat. Hein? C'est inévitable. Puis ce qui est pire, c'est qu'à 76 ans, ça va encore m'arriver. Mais à chaque fois, je me suis mis les pieds d'un plat. Puis ne serait-ce que vous vous rappeliez de ça ce soir. De revenir au départ. De revenir aux questions, de dire, qu'est-ce que je cherche? T'sais, on dit que la vie n'a pas de sens. Puis c'est vrai. Ça n'a pas de sens, la vie. Mais la tienne peut en avoir un. Ça dépend si tu en donnes un sens. Et c'est ça des pourquoi. Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu vis à telle place? Pourquoi tu travailles à telle place? Mais c'est pas ça qu'on apprend. On apprend des comment. Toute sa vie, c'est des comment. Pourquoi tous les matins, tu prends l'auto puis tu traverses le pont Champlain? Ah, tu travailles à Place du Marie. Il est bloqué, ouais, il est toujours bloqué, ce pont-là. Ouais. Ils l'ont bâti bloqué, c'est un pont bloqué, c'est toujours été bloqué. Puis le soir, ben, il est encore bloqué. Hein, c'est le monde du matin qui reviennent le soir. C'est toujours bloqué. Sacre affaire. 50 minutes le matin, 50 minutes le soir. Ouais, mais je travaille en Place du Marie. Oui, mais hey, aimes-tu ça, Place du Marie? Ah, ça va bien. Ouais, puis un qui 7 ans à faire. 7 ans, 50 minutes, soir et matin. Hey, je dis pas que c'est mauvais. Mais sais-tu pourquoi tu le fais? As-tu du fun à arriver à Place Ville-Marie, à t'asseoir au bureau et dire « Hey, ça, c'est le fun! » Je dis « Encore une autre journée. » Puis lundi, c'est un pire. Un long. Trouve-toi une job à Brassard, sacre-affaire, tu traverseras pas le pont. Tu sais, j'ai rencontré une fille à travers dans un restaurant. 12 ans. Pourquoi tu travailles dans un restaurant? Il y a eu une ouverture. À bloquer l'ouverture. Une vie! Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé comment, dans un cimetière, on indique la vie du monde. C'est affolant ce que je vous montre là. C'est même cynique. On met d'abord la date d'arrivée du gars, ben on l'a toujours, hein, la date d'arrivée du gars, c'est assez standard. Puis on met la date de départ du gars. Puis entre les deux, pour résumer 68 ans de vie à Saint-Hubert, un trait d'union d'un pouce écart. Le gars, il a fait tout ça. Puis pire que ça, il y a des monuments, ils mettent la date dérivée parce qu'ils l'ont. Ils mettent le trait d'union, ils savent c'est ça qu'ils vont. Ouais. Mais il reste encore à Saint-Hubert, sacre-affaire. On n'a pas de date de départ. Mais pire que ça,
lac mégantique. J'ai vu un monument en 2002. 2002. Il avait mis la date d'arrivée du gars. Il avait mis le trait d'union parce qu'il savait que c'était ça qu'il était pour faire. Sacre à la fesse, ils ont gravé un œuf. Pépé, t'es en retard. T'étais dû v'là 2 ans. Hey, comment t'expliques à un enfant, à mes 21 petits-enfants, c'est quoi vivre? Comment je fais pour leur dire? Il y a à peu près 6 ans, j'ai lu dans un magazine une histoire affolante. Un gars, il s'appelle Jean-Dominique Beauby. Jean-Dominique Beauby a 42 ans. Il est directeur de la revue Elle à Paris. 250 employés travaillent sous ses ordres. Ses bureaux, 8e étage, sur les Champs-Élysées. Le sien est en coin. Il voit tout Paris sous lui. Dans le stationnement en bas, la Mercedes de l'année. Pas la plus petite, je te jure. 8 décembre 95. C'est un jour férié à Paris. Sauf qu'il y a du travail à faire. Il a décidé d'entrer pour faire un peu d'ouvrage dans l'après-midi. Il est seul avec le concierge. 1h30. Un ACV. Coma. Transporté à l'hôpital. Se réveille 4 jours après. Il est complètement paralysé. Plus rien ne bouge. Il est sourd, presque muet. La seule partie de son corps qui peut faire bouger à volonté, sa paupière gauche, et cligne de l'œil gauche. Incroyable. L'intelligence parfaitement intacte. En anglais, on appelle ça un locked-in syndrome. Il est enfermé. Quand j'ai lu l'histoire, je me disais, moi j'irais voir le docteur, je dirais au docteur, débranche toutes les machines, il faut que ça finisse. C'est pas possible de vivre comme ça. Mais ce gars-là fait l'inverse. À l'aide d'un alphabet recomposé en fonction de la fréquence d'utilisation de chacune des lettres de l'alphabet, il a dicté lettre par lettre à une secrétaire un livre de 143 pages. Le scaphandre et le papillon. Puis je vous ai apporté le livre. Ça a été écrit par un gars complètement paralysé. Un gars qui ne voit plus rien. Hein? Il est capable de bouger. C'est lui le scaphandre. Il est enfermé dans sa boule dans le fond de la mer. Puis il voit les papillons en haut. Hey, il est mort le 9 mars 97. 9 mars 97. Dans son cimetière, probablement, il y a un trait d'union. Probablement. Sauf qu'en fin de semaine, tu peux aller chercher le livre. Vois-tu, il a laissé une trace. Ça fait 10 ans qu'il est mort. Puis pourtant, j'ai encore le livre. Je parle encore de Jean-Dominique Beauby. Qui a laissé une trace. Puis vous allez me dire, Jean-Marc, on ne peut pas tout écrire des livres. Parfaitement raison. On ne peut pas tout écrire des livres, il ne faudrait pas non plus. Puis ça n'est pas nécessaire d'être si petit que ça. Bernard, le concierge. Bernard Comtois, 30 ans, concierge, commission scolaire de Montréal. 30 ans. 12 dernières années à Rivière-des-Prairies. L'école Denise Pelletier, une école primaire. Des petits bonhommes, des petites bonnes femmes. Se levaient à 3h30 tous les matins pour aller conduire sa femme dans une école où elle était cuisinière pour être certain d'être à l'école vers 6h, 6h30. Parce que c'est lui qui ouvrait l'école. Il voulait s'assurer que tout était parfait. Dans son atelier, Bernard, il y avait des bouts de fil, des fermetures éclairs, des boutons. En cas qu'un jeune ait un problème, il disait, viens voir Bernard, on va t'arranger ça. Quand on demandait aux élèves, c'est qui le directeur de l'école? C'est Bernard. Puis Bernard était concierge. En 2000, Bernard a pris sa pension. Et 1 an plus tard, Bernard est décédé. Mais c'est vous le plus extraordinaire? Le salon des professeurs de l'école Denise Pelletier à Rivière-des-Prairies s'appelle le salon Bernard Comtois. Vois-tu, Bernard, c'était pas un concierge, il prenait soin des enfants. Il s'organisait pour que les enfants soient heureux à l'école. Il avait trouvé un sens à sa vie. Puis remarquez que c'est une idée qui m'a souvent trotté dans la tête. Un sens à la vie. Qu'est-ce que... Puis en fait, ça s'est posé dans le sens que, il y a à peu près 25 ans, je rencontre des prisonniers dans les prisons. Oh, c'est pas des conférences, on parle, une quinzaine de gars ensemble. Puis il y a à peu près 25 ans, Saint-Vincent-de-Paul, sécurité moyenne, Institut Leclerc,
J'étais prêt, j'allais jaser avec des gars, là. Il y en a un jeune, je l'ai déjà rencontré avant. Ils ont tendance à revenir, des fois. Lui, il revenait. J'ai dit, comment ça va? Il dit, ça va bien, Jean-Marc, on va se replacer, ça va bien. Je dis, t'es en forme? Ah, il dit, oui, mais j'ai mal dormi. Il dit, j'ai eu des cauchemars toute la nuit. J'ai rêvé. Puis il dit, le pire, t'étais dans mon rêve. Ah, ben, c'est ça ton cauchemar. Ben, il dit, je vais t'expliquer. Il dit, le rêve, je rêvais comme ce soir, on était tous assis autour de la table. Puis je t'ai posé une question. Puis à un moment donné, t'es venu pour répondre, je me suis réveillé. Il dit, j'ai jamais eu à répondre. Je ne sais pas répondre. Ah, j'ai dit, ça, c'est frustrant dedans. Il dit, ouais. Il dit, Jean-Marc, je me demandais, si je te posais la question ce soir, sacrifice, c'est dans ton rêve, pas le mien, je ne sais pas, moi, répondre, je vais te poser pareil. Il dit, Jean-Marc, as-tu des enfants, toi? Je dis, comment j'ai des enfants? J'en parle tout le temps. J'ai 3 garçons, 2 filles. Il dit, énerve-toi pas, c'est pas ça la question. Ça s'en vient. Il dit, Jean-Marc, as-tu de l'argent, toi? Je dis, ouais. Financièrement, ça va parfaitement bien. Mais la question, Jean-Marc, tu veux laisser quoi à tes enfants mourants? Un compte de banque? Une maison payée? Un chalet clair? Un REER de 100 000? Sacrifice, je ne savais pas quoi dire. C'est vous ce qui est venu dans ma tête tout de suite, mon testament. Oh, ça, c'est bien fait, hein? 60 pages. Tout est prévu. Ah, tout est pensé, là. Les enfants n'ont pas le droit d'y toucher avant 25 ans, sont barrés. Si ma femme se marie, sacrifice, elle perd tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais savez-vous, en revenant le soir vers 9h30, boulevard des Prairies à la Val-des-Rapides, j'ai qu'une idée dans la tête. Jean-Marc, t'as été une machine à faire des piastres toute ta vie. C'était ça, moi. Je suis revenu à la maison et j'ai dit à maman, Céline, non, c'est pas moi, ça. Qu'est-ce qu'on veut laisser aux enfants? J'ai trouvé ce que je voudrais laisser de plus important à mes enfants, parce que je leur ai fait un cadeau extraordinaire à mes enfants. Je leur ai donné la vie. Je leur ai donné la vie. Puis je voudrais que sacrifice, ils aient une passion pour la vie. Qu'ils aiment la vie. Un peu comme Boule Noire. Aimes-tu la vie comme moi? C'est ça que je veux dire. Qui aiment ça vivre, qui mordent dedans. Puis, hey, tu sais qu'on n'ait pas peur de mots comme « Wow! » On a-tu peur d'un mot? Mais d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on a peur. L'ordi, il souligne toujours en rouge. Comme si c'était pas un vrai mot. Puis pourtant, c'est un beau mot. Wow! Tu sais, tu dis aux gens, hey, il y a de la petite neige qui va tomber. Ouais, encore de la neige, sans grande affaire. J'en sais, ça finisse l'hiver. V'là 2 mois, c'est pas l'hiver, il n'y a pas de neige. Ben, sac à la fête, il y en a, là. Ah, c'est pas l'hiver, il n'y a pas de froid. Ah, là, il fait trop froid. C'est toujours que... Hey, j'ai rencontré un gars, d'ailleurs, au Centre Bell, partie de hockey, mois de décembre. Lui, il avait déjà commencé la partie dans l'après-midi. On a jasé ensemble, il était drôle à bord. Et à un moment donné, en jasant, je dit, qu'est-ce que t'as fait après-midi? L'après-midi, c'est la plus belle après-midi qu'on a en décembre, nous autres, la famille. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai fait l'arbre de Noël en famille. Puis c'est le fun, l'arbre de Noël. D'habitude, les gens chicanent son sacrifice d'arbre de Noël. Il tient jamais, t'as de la misère à faire le pied, les lumières pètent, les boules tombent. Ah non, ils disent, nous autres, l'arbre de Noël, c'est assez le fun. Ils disent, on a un système, nous autres. Une boule, une bière. Une boule, une bière. Je sais que je suis pas pour la bière, mais je trouve ça le fun. Ce qu'il y a, c'est, wow, il fait un arbre de Noël. C'est ça que je veux dire. Puis je voudrais que mes enfants mordent d'envie. Steve Jobs, c'est le gars qui a fondé Apple, là, qui vient de sortir le iPod phone, iPhone. Là. C'est un gars extraordinaire. Les finissants de Stanford University, l'université Stanford au Connecticut, il y a 2 ans, au mois de juin, il leur a passé ce message extraordinaire. En anglais, je le traduirai, mais mon Dieu, c'est un beau message. Il leur a dit, stay hungry, stay foolish. Demeure affamé, garde ta folie. Mais nous autres, demeurer affamé, non, faut pas en ligne trop vite. C'est ça qui me fait peur. Affamé, ça tente de vivre. Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, une autre journée qui commence. À quelle heure le break?
C'est ça que je veux dire. Un arbre, c'est beau cet été, le long de la piscine d'un de mes chums. Un arbre magnifique. Puis Dieu sait s'il y a plus cet été, dans ce coin-là, du moins. L'arbre était beau, une vraie sculpture, c'est un chêne. Je le regardais et je disais, hey, il est beau ton arbre, Marc. Ouais. On va faire un voyage de feuilles dans la piscine, ça, cet automne. Il ne voit pas les feuilles. Il voit des feuilles dans une piscine. Il ne voit pas la beauté. C'est ça. Et stay hungry. Vois-tu, dans la vie, il y a des choses extraordinaires. Ça s'appelle de la magie. Puis il y en a de la magie dans la vie. Des choses qui tombent, la chaleur, etc. Le mystère des affaires que tu as de misère à comprendre. Oh, il y a quelque chose que je veux vous lire. Est-ce que vous avez vu le film de Luc Picard, L'Audition? C'est un film, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Dans ce film-là, il y a un moment donné, Luc Picard fait la collection de mauvais contes. Mais il a un rêve. Il veut absolument rêver à devenir comédien. Ça fait des années qu'il rêve. Puis pour ce faire, il s'est pris un professionnel comédien, puis il lit un texte, ou il donne un texte par cœur devant l'écran de télévision, devant la caméra, il se filme, puis avec le comédien professionnel, il se critique. J'ai demandé à Luc Picard de me remettre le texte. J'ai ici le texte qui dit dans le film. C'est une lettre à son fils. T'es mon amour, t'es mon gars. Tu peux pas me répondre, mon bébé. Papa est dans la machine, papa est dans la TV. Ah, je sais pas comment. Bon, à l'heure qu'il est, tu dois savoir que papa est parti. Je sais, c'est pas facile à comprendre. Mais bon, écoute-moi, mon amour. Tout ce que je veux te dire, c'est à quel point tu es beau, à quel point tu es une splendeur, à quel point tu es la seule affaire dans ma vie qui m'a fait un petit peu croire à Dieu. Et à quel point aussi je t'envie. Je t'envie toutes les choses qui t'attendent, mon bébé. Toute la magie, les feux de camp, les ciels étoilés, les patates frites. Ah, c'est si bon des patates frites quand on est petit. La dernière journée d'école, quand la cloche sonne, puis l'été t'appartient. Hostie, les premiers French. Les odeurs, l'automne, les mini-jupes, toute la magie. Prends-la, mon bébé, prends-la, puis garde-la, soigne-la. La vie, c'est un mystère. Il y a juste les grandes personnes qui pensent le contraire. Dis-toi que si jamais tu arrêtes de trouver la vie mystérieuse, c'est parce que tu commences à jouer fessier. C'est ça que j'ai peur. C'est ça que j'ai peur, qu'à un moment donné, notre société devienne à jouer fessier. Puis je vais le mettre le mot, parce que je le trouve tellement le fun. Fessier, sacrifice qu'on est fessier. On joue, puis le mot anglais, chicken. Non, on va pas trop vite, c'est très, très dangereux. Tu peux faire un burn-out. Il y a du monde qui font des burn-out, si tu travailles trop, tu burns. Ça. Puis remarquez que je veux pas rire de ça, je sais que ça existe. Mais c'est pas tout le monde qui fait des burn-out. Travailler 50 heures par semaine, tu fais pas. Mon grand-père il est mort à 103 ans. Il était cultivateur. J'ai jamais eu le temps de faire des burn-out. Le printemps, tu sèmes, tu burneras plus tard. Nous autres, non, la peur est forte. Tu sais, on veut absolument que tout... Et ça, c'est un mot qui me fait peur. Remarquez que toute la soirée, je vous donne mes réponses à mes pourquoi. Peut-être pas vrai. J'ai peut-être pas raison. C'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est pose-toi la question. Je trouve qu'on insiste trop sur le fait de faut être raisonnable. Je suis tanné de moi du monde raisonnable. Non, sois raisonnable. Non, c'est une petite entreprise raisonnable. Sacrifice! Sois raisonnable. Nous autres, on a un abattoir, mais c'est un petit abattoir, parce qu'on a des gros États-Unis, c'est des gros abattoirs. Nous autres, c'est un petit abattoir. Juste une coupe de cochon, 30 000 par... Sacrifice! C'est-tu les meilleurs cochons? Hey, non, il faut être raisonnable. On est en compétition. Ça me fait peur. Avez-vous déjà réalisé qu'on dit ça à des enfants d'être raisonnable? On dit 50 000 fois non à un enfant pour 5 000 fois oui dans son jeune âge.
Puis ensuite, on dit, il est dans sa phase négative. Sacre à fête, il y a eu des noms toute sa vie. Non, fais pas ci, non, fais pas ça. Tu sais, ce soir, petit Pierre, il voulait un autre biscuit. Qu'est-ce que tu as dit? Non, petit Pierre, tu n'as toi, petit Pierre, c'est assez. 3, c'est assez. Sois raisonnable. 4, tu vas être malade. C'est pas vrai, j'ai donné le sac, sacrifice, il est pas malade. Assez! Non, on est raisonnable. Qui a dit que 4, c'était pas raisonnable? Hein? La semaine passée, tu as loué un film avec les enfants, télévision, tu as regardé le film, tu as fait du popcorn. Combien de sacs? 1 sac. Ça se vend en boîte de 12 sacs à faire. As-tu essayé de faire 3 sacs de popcorn? Hey, ça fait un voyage de popcorn. Non, il faut être raisonnable. 1 sac, il va être malade. Pierre, il mange les graines dures dans le fond du bol, tabarnak. Mais on est raisonnable. C'est ça, je veux dire. Et toute la jeunesse part là-dessus. Tout le monde est raisonnable. Parce qu'on ouvre, on dit, on n'est plus raisonnable. On sort des choses en dehors des circuits. Et ça m'amène à d'autres choses qui est encore des questions que je me pose. Les gens qui veulent absolument que la vie soit logique. Que la vie, c'est rationnel. C'est pas vrai. Dans la vie, il y a des accidents qui arrivent. Qui n'ont aucune raison d'arriver. Il n'y a aucune raison que des gens partent de chez eux. Un jeune couple, 28 ans, mari et femme. La femme est enceinte, son premier bébé. Elle s'en va à Montréal, part de Laval, parce qu'elle s'en va chercher une garderie pour le bébé. Fraction de seconde en dessous d'un viaduc, il tombe. Y a-t-il une raison? Y a-t-il une raison pour ça? C'est un accident. Tu peux pas dire... Puis les gens s'imaginent que s'ils font une bonne vie, ils vont vivre mieux. C'est pas vrai, pantoute. Les REER commencent, là. Ils ont commencé hier. Hein? J'ai rencontré un gars l'an passé, toujours le maximum dans son REER. Depuis 10 ans, il m'a le maximum. En 2017, il va voyager. Sacre affaire! Puis ici où il va aller à Turin. Parce qu'il l'a vu à la télévision, Turin. Il y a eu des jeux d'hiver. C'est beau, Turin. Sacre affaire, c'était ça manqué, les jeux d'hiver, c'était l'année passée. Non, lui, c'est en 2017. C'est ça que je veux dire. Comme si la vie était logique. La vie ne suit pas. Ça s'appelle des accidents. Il y a un petit texte, je vais vous le lire, qui a été écrit par Pierre Foglia, qui m'a éclairé énormément. Ça s'appelle l'accident. Il parle de ça. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi cet endroit? Pourquoi? Il n'a pas de réponse. C'est pas logique. C'est un accident. Puis à vouloir trouver un sens à l'accident, on est en train de bâtir comme si la vie se tenait. Ça se tient pas. Puis je peux vous dire que dans ma propre vie, l'an passé a été toute une année. Une année extrêmement difficile. Parce que j'ai une de mes petites filles qui a 17 ans, nous a quittés le dimanche de Pâques, avril 2006. Elle avait 17 ans, Rose. Rose est en pleine fleur de l'âge. En 10 mois de chimiothérapie, Rose est disparue. Sacrifice, c'est pas juste. Logiquement, le gars qui devrait avoir un cancer, Jean-Marc, il y a des vieux os. 75 ans de vieux os. C'est normal qu'il y a des affaires qui accrochent. Pas à 17 ans. C'est pas juste. On voudrait que la vie soit juste. Puis chacun de nous autres voudrait que la vie soit juste, puis on prépare tout pour demain. Hey, la vie n'est pas juste. La vie n'arrivera pas dans ce sens-là. Puis ça m'amène à une autre chose qui va... Oh, puis ce mot-là, il est dangereux. Je le mets parce qu'il me tombe ses nerfs. Peut-être pas vous. Je vous donne ma réponse. Ça me fatigue, le monde qui cherche l'équilibre. Il aimerait ça avoir une vie équilibrée. Tu sais, où la seule place qui a de l'équilibre dans la vie? C'est extrêmement équilibré. Hein? Tout est parfait. Hein? Tous les clients y achètent. Ils payent tout.
Contrats de travail sont signés, il n'y a même pas rien, les gens ne parlent pas. Tout le monde content. Il n'y a pas de vie. La vie, c'est pas fait de même. La vie, c'est comment c'est fait? Ça monte, tu grimpes, tu déconcrisses. Tu grimpes, tu déconcrisses. Tu grimpes, tu déconcrisses. C'est fait de même, la vie. Il n'a pas des vies droites. La preuve, d'ailleurs, mets ton cœur sur un oscilloscope, c'est ça qu'il va faire. Si jamais il fait un que ça, pose-toi des questions, sacrifice. Hein? T'es plus là. Puis pourtant, c'est ça, tu sais. On a tellement peur d'avoir de l'excitation puis des wow. Juste une statistique, puis je le lis parce que je ne veux pas me tromper. En 2004, 37% de toutes les prescriptions pour le Ritalin, on les donnait au Québec. On représente 24% de la population. Hey, on fait-tu des petits gars plus nerveux qu'ailleurs, nous autres? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est normal qu'un petit gars d'11 ans, c'est nerveux. C'est énergique. Ça grimpe ses tables, ça saute sur le lit. Je ne dis pas pourquoi. Le lit était là, ce sacre-père. Ça saute à bain. Il a sauté sur le lit. Toi, tu es là, pourquoi tu sautes? Je ne sais pas, moi, il saute le lit, non? Faites-en pas 76 ans, tu sautes plus sur le lit. Il y a d'ailleurs un paquet d'affaires. Bon. On va l'effacer, celle-là. Mais c'est vrai. On a tellement peur d'être excité par la vie. C'est le fun, vivre, c'est beau. Et on a tellement peur. Et tout ça parce que... Non, il faut servir de sa tête. C'est très important que tu te serves de ta tête. Sacrifice. Savez-vous ce que c'est la tête dans la vie? C'est le break, sacrifice. Puis je le mets, le mot break. Je vais mettre des guillemets, puis disant pas, on va sauver le bill 101. Break. Je dis break par exprès. Je sais que frein existe, mais un break, ça break plus. Puis Dieu sait si la tête break. Hein? Je suis certain que dans toutes vos organisations, à un moment donné, quelqu'un est arrivé qui a une idée brillante, il dit, hey, on fait ça. Je dis, va pas trop vite. On va d'abord former un comité. On va faire une étude. L'infrastructure du milieu. Quand tu as fini l'étude, les Japonais le font, ça manquait le bateau. Mais on a fait une étude. C'est ça que je veux dire. Puis on en fait-tu des... Hey, avez-vous déjà réalisé qu'à Montréal, on a dépensé 62 millions de dollars? Hey, c'est de l'argent, 62 millions! Pour savoir où mettre l'hôpital universitaire. On n'a pas commencé encore, mais là, on sait où il va être. Il y a déjà un hôpital là depuis 60 ans, c'est ça qu'à la fête. As-tu besoin de 62 millions de trouver ça? Mais je pense qu'il y a eu un comité qui a fait une étude sur l'infrastructure. Hein? C'est capoté. J'en reviens pas. On sort des mots qui n'ont pas de bon sens. Ceci est un magnifique concept. Moi, j'ai peur de ça, des concepts. Quand tu comprends pas, tu appelles ça un concept. C'est un concept. C'est un concept de marketing. Qu'est-ce que c'est ça, sacre-bête? Hein? Ou encore, on va bâtir une nouvelle structure. T'es-tu dans la construction? Hein? Des ingénieurs font des structures. Qu'est-ce que tu fais dans une organisation structurée? Hein? Ou encore, nous avons une stratégie cette année. Savez-vous ce que c'est une stratégie? C'est un plan de guerre. Les militaires, ils ont des stratégies. Mais pas d'envie. Puis on sort des mots. T'sais, on fait des affaires. Puis juste vous en donner quelques exemples. Vous rappelez-vous, il y avait un ministre au fédéral, il est devenu ambassadeur. Il s'appelait M. Galliano. Hein, M. Galliano, il a dit au juge Gomery à un moment donné, « J'ai donné mon accord, mais je n'ai pas approuvé. » Sacre affaire, ça, il est allé au bout. Son chum, lui, qui était dans la même gang, il disait qu'il était accompagné de quelqu'un qui l'accompagnait. C'est qu'il était il était deux. Ah! Vous avez vu dernièrement? Tu sais, la belle bibliothèque qu'on a faite à Montréal, avec des beaux panneaux de verre. C'était bien fait. Les panneaux, ils tombent.
Mais on le savait qu'il était pour tomber, ça avait été prévu. Ça. Il tombe plus dans les 2 premières années, il tombe moins après. Ouais, le gars l'a dit, c'est comme ça, c'est des panneaux de verre qui tombent. Mais là, on a trouvé une solution extraordinaire. On va mettre des tisades, puis il va tomber dans un sapin, qu'est-ce de panneaux. Hey! C'est pas des blagues! Une marquise, des bannières puis des arbustes protégeront le public contre la chute des lamelles de verre. C'est moi qui capote? C'est ça que je veux dire, quand tu te serres trop de la tête, on arrive à des affaires, ça n'a pas de maudit bon sens. On s'est fait une belle bâtisse, elle est magnifique. Hein, ta maison commence à perdre des briques, tu m'as-tu des sapins tout le long? Oui, non! T'sais, il paraît qu'on a un principe, nul ne doit ignorer la loi. Je vais juste parler de la loi, l'impôt sur le revenu au Québec. C'est une nouvelle loi, ça. Ça a été voté par le gouvernement libéral qui devait simplifier les lois et les règlements du Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il avait dit ça, je dis, mais pour moi, ils l'ont oublié. C'est pas des farces. La loi a 395 pages, 468 articles. C'est parce qu'il est en train de simplifier l'affaire. Il veut que ça soit un peu... Tu sais, c'est pas un enfant d'école, ça. Ah, je vous lirai pas tout. Je vais vous lire qu'un petit article. C'est l'article 1029.8.36.0.3.62. Hein que le numéro est capoté, tabarnak. Je vais vous le lire parce que c'est rien qu'une phrase. C'est très facile. Une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d'une année civile comprise dans cette période d'admissibilité, relativement à une entreprise reconnue qui joint sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année d'imposition dans laquelle se termine cette année civile, les documents visés au 4e alinéa, est réputée sous réserve du 3e alinéa avoir payé au ministre à la date d'échéance du sol qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte de son impôt payé pour cette année d'imposition, en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 %. T'as-tu compris quelque chose? Le ministre qui a fait voter ça, il s'appelle Bergman. Avant d'être ministre, il devait être intelligent. Ça, me semble que tu vois un sous-ministre qui t'apporte une loi de 395 pages. Tu fais juste le regarder. Puis tu dis, t'as-tu déjà pris une année sabbatique? Slack la valve. Oh, j'en ai un autre. C'est le même gouvernement, mais ça, c'est un autre ministère. Ça, c'est le ministère de l'Éducation. Celui-ci est extraordinaire aussi. Comme vous savez, on a des bulletins nouveaux genres. En 2003, le 31 octobre, le ministère a émis un livre, un bulletin, intitulé « Politique d'évaluation des apprentissages ». Ça a été remis aux professeurs pour qu'ils puissent faire des bulletins qui se tiennent. Je vais vous lire un petit paragraphe, c'est très facile. Le savoir agir propre à la compétence suppose une appropriation, une utilisation intentionnelle de contenu notionnel et d'habilité tant intellectuelle que sociale dans la poursuite d'un objectif clairement défini. Le seul mot que tu comprends, c'est défini. Le reste, ça veut dire quoi? Puis on a fait une réforme. Il n'y a plus d'élèves dans les écoles, c'est des apprenants. On a un paquet d'apprenants dans ces écoles-là. Oh, je pense, avez-vous des amis, vous autres, qui se piquent de connaître le vin? Avec maman, ce midi, on a mangé dans un restaurant, puis sacrifice, le gars à côté de moi, il a pris du vin, puis il expliquait, tu sais, j'ai un ami, t'es après à prendre du vin rouge, c'est un party, t'as du fun. Puis lui, il arrive en disant, comment trouves-tu qu'il est rond en bouche? Il peut pas être carré, sacrifice, c'est liquide. Ça goûte quoi, rond en bouche? L'autre fois, il me dit, ton vin rouge est très bon, Jean-Marc, il goûte le cuir. Je veux manger du cuir, manger à la ceinture, mais c'est du vin. Je vais vous lire la description d'un Riesling 99. Ça, c'est un vin blanc. Vous vous imaginez que c'est un fond fruité juvénile de pommes rouges et exotiques,
de caramboles ainsi que de discrets agrumes. Je ne sais pas s'il y a du raisin là-dedans. Il devrait en avoir un peu, me semble. Ils disent pas. Non, c'est vrai. Il y a là-dedans des fragrances épicées de badiane et de fleurs assez capiteuses comme le frésia, le lilas, l'amande. As-tu déjà goûté à ça, du frésia? C'est des petites boules rouges, ça. What the hell, c'est du frésia? Les verbes, à part de ça, on voit que c'est flyé. La finale participe d'une belle présence aromatique, d'une jolie allonge qui se raffermit sur la pulpe d'agrumes qui procure finesse. Tu sais, tu lis ça, t'as une question pour le gars. Es-tu bon? Ça se boit-tu? C'est que ça, tu veux. Le pourquoi est pas là. Le gars t'explique les affaires. T'as pas besoin de savoir ça. Oh, une dernière, juste ça. On a le doigt à une autre. Une dernière. Je sais pas si vous amusez avec ça, des instructions. C'est le fun des instructions. Je sais pas si vous disais ça des fois. C'est fait pour t'instruire. J'ai ici les instructions pour un remède. Un lavement. Ah oui, je vais vous lire les instructions pour un lavement au Québec. Juste le mode d'emploi, c'est très court. C'est réservé à l'administration rectale. On recommande la position génupectorale ou le décubitus latéral gauche avec jambe droite fléchie. Je savais même pas, décubitus, moi, tabarnak. Où t'as ça? Puis tu dois pas en avoir un qu'un, ils disent à gauche. Tu dois en avoir un à droite, t'es équilibré, non? Mais l'avantage qu'on a au Québec, on est bilingue. Je vais vous le lire en anglais. How to use for rectal administration only. The preferred positions are lying on left side with knees flexed or in the knee chest position. Pas de décubitus en anglais. Sacrifice d'anglais, ils n'ont pas de décubitus, c'est ça? C'est un fleet de Frost. Lavement le plus vendu au Québec. Je suis allé chez Frost, il a dit, on comprend pas. Le gars a dit, oui, mais depuis le Bill 101, Jean-Marc a voulu le mettre en français. Ben, il va aller en français pour qu'on le comprenne. D'autant plus que c'est dangereux, c'est un remède. Mon voisin à la ferme, près de à Facette, près de Montebello, Odilon. Il finit en 3e année Odilon. Il achète un lavement. Il lit ça. Sacre à fête, il va boire la bouteille, tu vas le tuer, tabarnak. C'est ça, et tout ça, parce qu'on oublie le principal. Ce qui fait le mystère, le fun de la vie, c'est pas le rationnel. C'est pas d'être raisonnable. Ce qui fait le fun, c'est le cœur. Le cœur, c'est le moteur de la vie. Mon grand-père, évidemment, c'est pas très joli, mais je vous le dis pareil. Sur la ferme, quand quelqu'un était paresseux, il disait, les cordons du cœur, ils traînent dans la marne. Il n'a jamais parlé des cordons de la tête, mon papa. C'est un cordon du cœur. C'est comme notre cœur dans ce qu'on fait. Quand on sait pourquoi, on a tendance à mettre le cœur. Quand on met le cœur au jeu, on a tendance à gagner plus souvent. Ça m'impressionne ton chandail du Canadien parce que c'est exactement ça. C'est ça qu'ils ont fait hier. À un moment donné, ils perdaient, mais du cœur. Mais non, on dit, il ne faut pas en lire trop vite, là, parce qu'on a 2 parties de suite, on va être fatigué demain soir, puis tu peux te faire blesser. Puis la saison est longue. Puis là, c'est ça, le cœur dans n'importe quoi. Puis le cœur, ça se traduit pas avec des mots, c'est pas des concepts, c'est pas des choses écrites. Le cœur, regardez si c'est drôle, c'est des émotions. Des émotions, motion puis moteur, même étymologie. C'est les wow. C'est des, oh, que c'est le fun. Ça, c'est des émotions. C'est ça qu'on a peur. On a peur de sortir de soi un peu, puis dire, que j'aime ça. Non, t'aimes ça, mais c'est normal. Énerve-toi pas, tu vas être ici pour longtemps, fait que tu vas t'écœurer comme nous autres, là, tu fais juste commencer. Puis, hein? C'est effrayant. C'est comme du café. Moi, je bois beaucoup de café. Je devrais pas en boire, mais il paraît que c'est... Bon, en tout cas, j'en bois. J'aime bien ça, du café. Des fois, je prends du café, il y a du monde qui n'en boive pas. Puis je dis, veux-tu une tasse de café? Puis il dit, oh non, Jean-Marc, moi, je bois jamais de café. Jean-Marc, ça m'excite.
snack à la fête, tu devrais en boire. Ah, t'allumerais, il arriverait quelque chose. Non, il meurt en santé. Puis des matins, j'arrive dans des bureaux, 9 heures. Puis le gars, il dit, hey, veux-tu quelque chose à boire, Jean-Marc? Je dis, oui, je prendrais un café noir. Ah, tu voudrais un café? Je dis, si tu n'as pas, on va prendre de l'eau. Non, mais c'est pas bon. C'est une machine, tu sais, avec de la poudre puis de l'eau. Puis je me dis, tu peux pas avoir un bon café? Une petite machine espresso dans laquelle tu dirais à tes gens, hey, veux-tu un petit café espresso bien tassé? Puis tu arrives avec les petites tasses, tu dis au gars, bois-les tranquillement, c'est tout ce qu'il y a. Oui, tu sais, il y a déjà de l'émotion. C'est ça qu'on a peur. On a peur. On est tous poignés dans notre rationalité. C'est fait de même. Puis il n'y a pas ce jus-là qui s'ajoute dans la vie. Puis pourtant, c'est-tu important à tout âge? Tu sais, il y a quelque chose à l'heure actuelle qui fonctionne merveilleusement bien. Puis je l'ai trouvé dans le journal, c'est très drôle. Les têtes à claques. Hein? Il y en a qui veulent pas, il y a des écoles qui veulent pas, etc. Mais c'est fou. Le gars, Michel Audette, l'été passé, hein? Il est revenu de Cuba au printemps, puis l'été passé, il est chez eux, puis ça tente d'essayer de faire des petits modèles en terre glaise, puis faire des dessins animés, puis mon Dieu qu'il n'arrache. Il va au Dolorama. Il trouve des petits bonhommes tout faits. Puis quand il les met devant la caméra, ses yeux puis sa bouche rendent parfait avec le petit bonhomme. Ben, je l'ai. Puis il fait des textes écrits à la main sur des feuilles de papier. Puis il fait 7 ou 8 sketchs qui enregistrent un CD. Puis il va porter ça à des distributeurs. Il dit, regarde, c'est bon. Puis il n'y a jamais eu de nouvelle. Fait qu'il a dit, s'ils ne veulent pas le savoir que c'est bon, je vais le faire. Puis il l'a mis sur le net. Puis au mois d'août, ça a parti comme une balle. À l'heure actuelle, le téléphone vient de le mettre sur leur appareil. C'est incroyable. C'est une balle. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du cœur. C'est des émotions, faire des petits bonhommes. Tu sais, ton père, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire des petits bonhommes dans ma cave. Hein? Ton père dirait, t'aurais pas dû étudier en place, Kiss? Hein, c'est ça, je veux dire. Tu sais, le Cirque du Soleil. 14 ans, il a lâché l'école, la Liberté. À 14 ans. Il est revenu chez eux un soir, 3e année de secondaire. Au mois de novembre, il a dit à ses parents, je ne vais plus. Il dit, comment tu vas plus? Ah, j'aime plus ça. C'est plate, j'aime pas ça. Mais on dit, voyons donc, faut que tu ailles à l'école, 14 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais voyager. J'aimerais ça me promener. Comme il était un peu rebelle, les parents disent, bon, on va essayer de le faire voyager. On a des amis. Il y avait des amis en Angleterre. Fait qu'ils l'ont envoyé en Angleterre. 1 mois et demi après, il écrit à ses parents, j'adore ça. C'est incroyable tout ce que je fais, je voyage. Puis en plus, j'ai recommencé mes cours. J'étudie 4 jours par semaine. Les parents sont fiers. Il ne voulait pas étudier au Québec. On a bien fait de l'envoyer en Angleterre. Il a recommencé à étudier. Ouais, il prend des cours pour devenir cracheur de feu. Il y a un marché écœurant au Québec. Ça va partir une excès, ça. Il a pris des cours pour courir sur des échasses. Mais rien n'empêche que ça fait le Cirque du Soleil. Que dimanche au Super Bowl, en ouverture, c'est le Cirque du Soleil qui va être là. Qu'à Las Vegas, il y a 5 spectacles de Cirque du Soleil à l'heure actuelle. C'est incroyable. T'imagines-tu s'il y avait fini sans polyvalent? T'as vu-tu arriver à soir, puis ton gars, en 3e année, il dit, père, je vais pas à l'école, j'ai ça. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux devenir cracheur de feu. Moi, à ta place, je finirai le secondaire, au moins. Ça va t'aider. Puis c'est à tout âge. Ah, j'en ai un autre, je la trouve le fun, celle-là. Le gars, il est pilote à 84 ans. Il pilote des avions. Il était mitrailleur de queue dans un bombardier durant la guerre. 37 sorties au-dessus de l'Allemagne. Mais il a toujours aimé ça, piloter. Il fait ses propres avions. Celui-là, il pilote, il vient juste de le finir. Tu vois-tu ton grand-père qui dit hey, le jeune, viens-tu faire un tour d'avion? Je viens juste de le finir. Ça me donne mal au cœur un peu, moi, l'avion, hein? 84 ans, why not? C'est ça que je veux dire. On oublie ça. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de la société.
Un centre pour personnes âgées, le centre Yvon Brunet, Ville-la-Salle. Le centre Ville-la-Salle, ils ont fait dans la cave une rue principale. Sur la rue principale, c'est là que loge la garderie. À côté du dépanneur et du café Internet, une vraie rue. Et pas très loin de la taverne. Il a refait une vraie taverne dans la cave. Hein? Les gens de 50 ans, c'est une vraie taverne. Seulement les hommes sont admis dans la taverne. C'est une vraie taverne comme ils connaissaient, avec les vrais verres de bière et les vrais chaises. Why not? J'aimerais-tu aller au ministère des Affaires sociales? Puis dire, je voudrais faire une taverne dans la cave de ma maison de personnes âgées. Il l'a fait. C'est ça que je... Mais ça, c'est pas penser d'avance, c'est pas des affaires que tu bâtis, c'est des affaires que tout à coup t'apparaissent. Mais tu... Le problème, c'est qu'on a peur de ça. On a peur de nos émotions. On est élevé tout de ce côté-là. On est élevé à être rationnel, à avoir tout bien placé. Puis on oublie que c'est le cœur qui fait le moteur. Puis même dans ma propre vie, 1981, mon papa, à 78 ans, fait sa pension, puis 13 ans, 65. Il était machiniste pendant 51 ans aux usines Angus à Rosemont. Il a pris sa pension. Il n'est jamais vu malade. Et pour la première fois, à 78 ans, il se plaint mal au ventre. Puis je dis, hey, on va aller à l'hôpital, il doit y avoir quelque chose, parce que ça fait une semaine qu'il ne dort pas. On va à l'hôpital, on le garde pendant une semaine. Au bout d'une semaine, les médecins nous apprennent, à maman, puis moi, puis lui, qu'il a un cancer. Cancer du pancréas. 1981. On lui dit qu'il n'y a rien à faire. À ce moment-là, on n'avait pas trouvé comment opérer le pancréas. Mais on lui dit qu'il y a une chance. 78 ans, M. Chaput, avec de la chimio, de la radiothérapie, vous pouvez vivre encore 3-4 ans. Puis mon père regarde le médecin, puis il dit, sans tout ça, là, sans toutes ces gogosses-là, je n'ai à peu près combien de temps? On lui dit probablement, M. Chaput, vers l'automne. Mon père est mort le 14 octobre 81. Il est revenu à la maison, au mois de mai. Il est revenu avec ses pilules, ses drogues, pour pas qu'il souffre. Pas de chimio, pas de radio. Puis moi, je savais qu'il était pour tranquillement faiblir puis disparaître à l'automne. J'ai commencé à le voir plus souvent. J'allais le voir quasiment tous les jours. Je prenais mon café. Il aimait autant le café que moi. Fait qu'on prenait notre café ensemble. Des fois, même, j'amenais une petite bouteille de cognac. On mettait ça dans le café. C'est très, très bon. Je pars une journée effrayante avec ça. Un matin, fin mai, c'est beau dehors. Il était adossé à la fenêtre. Je vois ses plantes, ses fleurs dehors. Lui a maigri, plus pâle. Puis je vous jure que c'est pas venu de la tête, j'y avais pas pensé d'avance. C'est venu du fond des tripes. J'ai regardé et j'ai dit, Papa, je sais pas si tu le réalises, mais c'est probablement le dernier été qu'on va passer ensemble sur Terre. Hey, le Père, on le passe ensemble. Viens en campagne. On va faire une folie. Viens en facette, puis tout l'été, on va le passer ensemble. On va le passer à faire un paquet d'affaires qu'on faisait quand j'étais petit. Perpétue, j'avais 3-4 ans, tu m'amenais à la pêche. Il fallait que je passe l'après-midi dans la chaloupe au soleil en silence. Parce que quand tu parles, tu nuis aux poissons. On va retourner à la pêche, le père. Puis il me regardait avec un sourire, puis il m'a dit, Johnny, j'aimerais ça y aller. Mais je suis plus capable. C'est comment ça? Je suis pas capable de me tenir. Les jambes me tiennent plus, Johnny. Je dis, pas grave. Tu n'as pas besoin de tes jambes, le père. Je vais te prendre dans mes bras. Tu pèses rien. Puis je vais te descendre tranquillement dans le petit bateau. Tu amèneras toutes tes drogues, toutes tes pilules. Puis on va passer l'après-midi sur la rivière au soleil. Puis on va se raconter ce qu'on était. Ce qu'on était quand moi j'étais petit, puis toi tu étais dans la fleur de l'âge. Les rêves qu'on voyait. Comment on voyait la vie. Puis le soir, tu vas revenir à la maison, avec ta belle chemise blanche, cravate, puis avec maman, toi et toi, on va partir dans un restaurant, des grands restaurants, le pays. Puis on va prendre le menu, puis on va regarder tout ce qu'il y a sur le menu. Puis on va tout l'essayer avec une belle bouteille de vin. Puis il m'a regardé, il dit, Johnny, t'es malade. Je mange pas. Je dis, pas grave, regarde-moi manger. C'est choqué. Les yeux durs, il m'a regardé, il m'a dit, arrête de me gâter, je suis pas un bébé. Je le sais que je vais mourir, puis c'est normal.
Je vais y aller à la ferme cet été. Mais on travaille sur une ferme l'été. On fait... Je dis, arrête de chicaner le pain. On n'a plus le temps, le pain. Arrête de chicaner. Mais je te demande une faveur. C'est la dernière que je vais te demander le pain. Laisse-moi gâter. Laisse-moi t'acheter tout ce qui me passe par la tête. Regarde pas le prix. Puis même si tu le sais, le prix, c'est pas grave, c'est moi qui paye. Si tu l'aimes pas, jette-les. Je serai pas fâché. Mais je lui dis, laisse-moi te gâter. Je vais te dire pourquoi pas. Je t'aime. J'avais 51 ans. C'était la première fois dans ma vie d'adulte que j'osais dire à mon père, avec des mots, que je l'aimais. J'ai eu 4 mois pour le prendre dans mes bras, mon petit homme. 4 bras pour le serrer fort. 4 mois pour le serrer fort dans mes bras, puis il dit, je t'aime pas. Puis quand j'ai dit la première fois, je t'aime pas, 2-3 minutes, 2-3 secondes de silence, m'a regardé, et il dit, moi aussi, Johnny. C'est la première fois qu'il disait dans une vie d'adulte. Savez-vous ce qui me fait peur? Quand je jouais fessier puis chicken, on ne se dit plus qu'on s'aime. On est obligé de faire des sondages sur aimer. Sacrifice! Y a-t-il quelque chose de plus naturel que s'aimer puis se prendre dans ses bras? Mais il ne faut pas le faire. Ton grand gars, à soir, en revenant à la maison, vas-tu le prendre dans tes bras? Le prendre dans tes bras, il y a 26 ans, il dit, Louis, je t'aime! Puis l'embrasser. Non, il n'aime pas ça, Louis, il vient tout gêner quand je fais ça. C'est ça le drame. J'ai des enfants de 50 ans, puis quand je les laisse, on s'embrasse. Puis les gars derrière ici, qui sont mes acolytes, mes aides, mes associés dans ce qu'on fait ce soir, on s'embrasse. Puis on se dit, have fun, why not? Mais on a tellement peur. On a aseptisé notre monde. C'est ça qui me fait peur. Puis quand je dis la vie est accrochée là. Puis la vie, le mot amour, le mot être capable de sortir ce qu'on a dans les tripes, c'est par là que ça part. Puis mon Dieu qu'on a peur. Mon Dieu qu'on a peur de dire ça. Au contraire, on voudrait que tout soit logique, prévu, organisé, rationnel, équilibré. Sacrifice. Tu meurs en santé. Mais mon Dieu, t'as pas de fun. Puis d'ailleurs, on ne se rend pas compte. C'est contagieux, des émotions. C'est vrai. Si tu veux que tout le monde a l'air bête au bureau lundi, tu as juste à arriver avec un air bête. Ça prend à peu près 20 minutes. Tout le monde a l'air bête. Mais là, pourquoi? Je ne sais pas, il a l'air bête, ça va mal, c'est lundi, on a l'air bête. Personne ne sait, l'air bête. C'est ça l'affaire. Ma mère avait une expression en anglais qui était extraordinaire. Elle disait, smile, Johnny, and the world will smile with you. Cry, and you'll be crying alone. Puis le drame chez nous, we cry alone. On a peur de sortir ce qu'on a. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai une petite histoire pour vous autres. C'est l'histoire de fou qui existe depuis des années, vous la savez peut-être. C'est l'histoire d'un petit oiseau. L'hiver, il fait moins 35 dehors. Le petit oiseau, il gèle. Il est dans le champ, pit, 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 pit. Il est gelé, le petit oiseau. Arrive à côté du petit oiseau une grosse vache. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, des vaches, c'est plein de compassion. Hein, ça aime ça, hein, aider le monde. Elle voit le petit oiseau qui gèle, elle dit, fais pitié, le petit oiseau. Lève la queue, lance une bouse extraordinaire sur le petit oiseau. Le petit oiseau se retrouve à chaleur. Il est-tu content? Pit, 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 pit. Mais il y a un renard qui passe autour. Le renard, lui, il écoute ça, puis il dit, ça fait du bruit, ça. D'habitude, ça fait pas de bruit. Il y a quelque chose là-dedans. Il gratte, trouve le moineau, puis il bouffe. 3 leçons, mon histoire. 3 leçons importantes. Ça vaut le prix du billet à soir. Ça vaut rappeler, c'est vrai. Première leçon, rappelez-vous-en. Rappelez-vous toujours que le gars qui te met dans le mal, il ne veut pas nécessairement du mal. Il fait sa grosse vache compatissante. Première leçon. Deuxième leçon, plus importante. Fais attention au gars qui te sort de la marde.
Il ne va pas nécessairement du bien. Mais la troisième leçon qui est la plus importante de la gang, sacrifice. Quand t'es dans la marne, ferme ta gueule, sacrifice. Hey, quand on travaille trop avec la tête, qu'on n'est pas assez politiquement incorrect, on a tendance à vouloir tout prévoir d'avance. On a tendance à faire quelque chose, et je vais le mettre sur le tableau. Je vais mettre un mot ici. Ce mot-là, je ne suis pas contre ce mot-là. Mais mon Dieu, qu'on en fait trop. On fait-tu un voyage de plan dans sa vie? On veut tout planifier. Hein? Les bébés viennent au monde au mois de mai. Ouais, c'est un très bon mois pour avoir des bébés. Tu sais? Parce que au mois de mai, il n'y a pas besoin de les habiller l'été, il apprend à mettre ses mitaines, pareil pour l'hiver. C'est une planification à bébé. Sacrifice, il n'y a pas d'autres soirs dans l'année, mais non, un plan. On planifie la vie. L'émission la plus écoutée à la télévision, à travers le monde, les pronostics de la température. Tu pensais que c'était les émissions de TVA? Pas en tout. C'est les pronostics de la température. C'est pas croyable. Tout le monde veut savoir la température qu'il va faire demain. C'est pas grave, tu travailles en dedans, tabarnak. Arrête de t'en faire. On veut tout savoir demain. C'est ça qui est difficile. Puis ce qui est pire, c'est qu'on fait des plans dans sa propre vie. La discipline. Remarquez qu'à la maison, avec les 5 enfants, maman puis moi, il y avait de la discipline. Mais tu sais, à un moment donné, j'en reviens pas. Je regarde mes enfants avec leurs petits-enfants, mes petits-enfants. Mon Dieu qu'on a essayé. Nicolas, il était haut de même. 2 ans et demi. Il a pris son bain, il est en pyjama, il est prêt à se coucher. On était prêt à jouer sur le plancher de la cuisine. Ma fille arrive, c'est sa mère, ça c'est ma fille. Oui, c'est un général d'armée, c'est... Nicolas, il est 8 heures, Nicolas, faudrait... Ça me tombe ses nerfs, ça. Je dis, on n'a pas fini encore. Nicolas, il est 8 heures, faudrait que... Sacrifice, y a-tu une grosse journée demain, Nicolas? 2 ans et demi. Ça va-tu changer quelque chose? On est, hey, tu sais, en bon québécois, pis c'est pas français, mais ça dit-tu quelque chose? Slack la valve. Tu sais, lâche un peu. Non, tout doit être encadré. L'école. Tu sais, un petit gars, une petite fille, il arrive à l'école, première année, Saint-Hubert, dans une école. 9h30 le matin. J'étais en première année, tous des petits bonhommes, petites bonnes femmes, 5 ans, 6 ans. Et un petit gars, à un moment donné, il est assis à son pupitre, puis il dit, Mademoiselle, moi, je veux faire pipi. Mademoiselle a dit, oui, tu Paul. À 10h05, ça sonne, on va tout faire un beau pipi ensemble. Sacre. Dans cette école-là, il pisse à la cloche. Mais c'est de même que ça marche. Mais il n'a pas bien envie, il reste assis. J'ai dit, c'est pas grave. Après 10 minutes après, là, il est debout. Moi, là, je veux faire pipi. Ah, c'est, j'ai dit à la maîtresse, envoyez lisse, il va pisser dans ses culottes. Elle dit, je peux pas. Je dis, comment tu peux pas? Ouvre la porte. Il va trouver Bécasse à une maudite vitesse, tu vas voir, il va être renversé. Elle dit, je peux pas, parce que quand je l'envoie aux toilettes, il revient plus. Oh, je pose-toi des questions. Cour doit être plate. Ils ont toutes des toilettes à la maison. Il n'y en a pas un qui passe le samedi matin dans Bécasse. Sacrifice, allume. Non, il pisse en cloche. Ça ne vient pas. Et on fait toute la vie et tout rangé. Tout est prévu d'avance. Jusqu'au point où, dans ta vie d'adulte, tu as tout prévu d'avance. Je l'avais tout prévu, moi. Hey, je le savais, avec la tête, comment faire un réel, comment prévoir. Sauf le 6 mai 85. On m'a rappelé toute ma vie. Céline, celle que j'appelle maman, est entrée à l'hôpital. Et ce soir-là, l'Hôtel Dieu, 4e étage, dans une petite chambre, on nous a appris que Céline avait un cancer. C'était très grave. Que le lendemain matin, on irait investiguer cancer du côlon.
qu'on n'était pas certain, qu'il y avait probablement des métastases au foie. C'était gros comme une balle molle, apparemment. Puis on a fini par nous dire 20 à 25% de chance de vivre l'année 85. C'est comme si tu avais tiré le tapis dans dessous de mes pieds. J'ai capoté bien raide. Complètement. On a pleuré tous les deux. Puis vers minuit et demi, je suis sorti. Je suis sorti en pleurant de l'Hôtel-Dieu. J'ai pris mon auto. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de ne pas retourner à l'appartement à Montréal. J'ai décidé de m'amener à la campagne, Facette, près de Montebello. Je suis sur la route. Il est 1h30 dans la nuit. J'arrive près de Pointe-aux-Chênes, s'il y en a qui connaissent, c'est à 148. Des grands arbres, des chênes. Il fait noir. Il vente. J'entends le bruit. Je pleure dans l'auto. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça se peut pas. Ils se sont trompés à 52 ans. J'ai 54. Hey, les enfants viennent de partir de la maison. Les petits-enfants s'en viennent. Non, non. Ils se sont trompés de dossier. Ça arrive, ça, dans les hôpitaux, ils se trompent de dossier. Alors, demain, il faut vérifier un autre médecin. Avant l'opération, il faut qu'un autre médecin regarde ça. Il y a une erreur certaine. Parce que vois-tu, c'est pas dans le plan. Puis je me surprends à dire le mot plan. Et je réalise qu'à 54 ans, j'avais tout planifié. Je savais tout ce que j'étais pour faire à 60. Sacrifice, on avait oublié de vivre des grands bouts. Puis une maudite décision ce soir-là. Va être du fun. Tu sais pas le fun que ça peut être de dépenser ton REER. Il y a un thrill effrayant. Tu sais, le directeur de la Caisse populaire t'a dit ça a coûté 3 000 d'impôts, paye-les, sacrifice. Mais on est tous là à penser demain. Puis on oublie aujourd'hui. Et pourtant, c'est aujourd'hui qui est le plus important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous autres, vous avez eu des enfants comme ça. Maman puis moi, on a eu 5 enfants. On en a eu 2 de ce modèle-là. C'est un modèle très, très particulier. Tu sais, c'est des enfants, le matin, ils n'allument pas. Puis le soir, ils ne ferment pas. Je ne sais pas si vous avez eu des... On a eu 2 de même, ça. Puis l'histoire que je vais vous conter, c'est une petite fille qui s'appelle Louise, 8 ans. Exactement ce modèle-là. Il est 7h30 le matin. Louise est le long du comptoir de la cuisine. Elle est en pyjama, elle n'a pas pris sa douche, les cheveux d'en face, les confitures qui dégoûtent. Elle est toute endormie, puis elle mange sa toast. Sa mère s'apprête. Louise, fais ça vite, 7h30. On va être en retard, je vais être en retard au bureau. Louise continue. Louise, il est 8h moins 20. Fais ça vite, Louise, on va être en... Louise, il est 8h moins quart. Lâche tout ça, va te laver, je vais être en retard au bureau. Louise, elle regarde, m'a dit. Pourquoi tu y vas au bureau? Comment, pourquoi je vais au bureau? Ça fait 15 ans que je vais au bureau. Comme toi, tu vas à l'école. Je vais au bureau pour aider papa à gagner de l'argent. Mais pourquoi? Ben, pour payer tout ce qu'on a, pour payer pour la maison. Tu veux dire, pas à nous autres, la maison? Ben, c'est à nous autres, mais elle va être plus à nous autres dans 22 ans et 8 mois. Puis Louise la regardait avec un sourire, puis elle dit, je ne serai pas là dans 22 ans et 8 mois. Je n'ai eu une grosse maison. J'ai eu une maison avec une piscine intérieure, 2 salles de jeu. Il y avait un sauna. L'année où on a fini de la payer, il n'y a plus un enfant. On l'a vendu. On fait de l'économie. Sauf que sacrifice, il y a des bouts, j'y étais pas. Il y a des bouts, je travaillais, puis je payais pour... Quand les gens me disent qu'ils veulent agrandir leur maison, je leur dis, creuse la cave, va par en dedans, tabarnak. Arrête de tout mettre sur la maison. Puis pourtant, cet été, l'été passé, es-tu allé à Walt Disney? Es-tu allé en Floride, dans les fêtes? Non, ça tombait bien mal. Hein? La clôture, t'as fini. On a refait la clôture. Louise, une fois dans sa vie, à 8 ans, elle aurait aimé ça voir Walt Disney. Elle n'aurait jamais plus 8 ans. Et le temps passe. Puis on oublie tout à coup que ça augmente, puis plus ça va, plus... D'ailleurs, dans le livre dont je vous parlais, Le scaphandre et le papillon, Jean-Dominique Bauby en parle. Il raconte qu'un jour, il est allé aux courses dans l'après-midi. Il a dit aux employés, « On s'en va aux courses après-midi, prenez mes messages, je reviendrai demain matin. » Alors les employés ont dit, « Bonne chance, boss! » Oh, ils ont dit, « Boss, si on te donnait des francs,
Gagerais-tu pour nous autres? Ah, il a dit, pourquoi pas? Puis il est parti avec les francs des employés dans ses poches. Arrivé à la piste, il a décidé qu'il ne gagerait pas sur les 2 premières courses, prendre le temps de manger avec ses chums, bouteille de vin, etc. Mais il a dit, à la 3e, puis là, il s'est informé, qui c'est qui devrait gagner dans la 3e course? On lui dit, Mitra Grandchamp. C'est un long shot, mais probablement qu'il devrait gagner. Il commence à manger, puis tout à coup, il regarde, hey, la 3e course va commencer. Il se lève, court au guichet pour gager, puis il est trop tard. Le guichet est fermé. Il revient à sa place, puis il regarde la course, c'est qui gagne. Mitra Grandchamp. Voici ce qu'il a écrit à la page 100 du livre. Rappelez-vous, ça a été dicté lettre par lettre. Le gars est complètement paralysé, la tête intacte. Le souvenir de cette histoire vient juste de me revenir en mémoire. Il laissant une trace doublement douloureuse. La nostalgie d'un passé révolu, mais surtout le remords des occasions manquées. Mitra Grandchamp, ce sont les femmes qu'on n'a pas su aimer, les chances qu'on n'a pas voulu saisir, les instants de bonheur qu'on a laissés s'envoler. Aujourd'hui, il me semble que toute mon existence n'aurait été qu'un enchaînement de ces menus ratages. Une course dont on connaît le résultat, mais on est incapable de toucher le gagnant. Le 6 mai 85, dans cet auto-là, à 1h30 d'ennui, c'est exactement comme ça que je me sentais. Toutes les fois qu'on avait remis à plus tard les voyages. Les voyages en Europe de 4 jours pour donner une conférence. Je lui ai dit, maman, viens-tu avec moi? Je dis, non, c'est trop vite. Hein? 4 jours en Europe, les décalages horaires, tu reviens, t'es tout mêlé, t'es fatigué. On ira à 60 ans. Là, on prendra 3 mois. Puis là, je me disais, on a-tu manqué le bateau? On n'aura jamais une chance de le faire. C'est ça que je veux dire. Puis c'est ça quand on fait trop de plans. Remarquez que je ne suis pas contre les plans. Mais mon Dieu qu'on en fait trop. Mon Dieu qu'on oublie dans la vie. Ce qui est le plus important, je pense, c'est l'intuition. Hein, l'intuition, sentir les choses, être capable de saisir. C'est vous le problème qu'on a dans notre société. Oh, je vais vous lire le petit texte. Il est très intéressant. Un texte extraordinaire d'une journaliste qui est allée au Japon. Et au Japon, elle a visité un village qui s'appelle Ojimi, au Japon. C'est le village où il y a le plus de centenaires. La moyenne d'âge au Japon, dans ce village-là, 104 ans. Sacrifice. Fait qu'ils ont demandé à la doyenne une entrevue parce que j'osais avec. La doyenne a dit, ce matin, mais pas trop longtemps, hein, parce qu'il faut que j'aille travailler. Elle a 108 ans. Elle met des oranges dans du papier de soie, dans des caisses pour expédition. Elle a demandé, c'est quoi le conseil de longévité pour les jeunes générations? J'ai retenu un petit bout, qui me semble tellement. Arrêtez de trop penser. Sacrifice qu'on pense trop. Au lieu de vivre aujourd'hui, on pense, non, je ne sais pas si on devenait, on pense, puis on fait des comités. On oublie l'intuition à l'intérieur, qui est la pulsion intérieure de dire, hey, on le fait-tu? Les têtes à claque, c'est de l'impulsion. C'est ça. Exactement. C'est de l'impulsion. C'est quelque chose qui part de l'intérieur. Il n'y a rien de prévu là-dedans. Le gars, il a pensé avec des petits bonhommes de glace, ça pourrait-tu marcher? Il a trouvé des petits bonhommes au Dollarama, on le fait-tu? Puis quand le gars a dit non, on veut pas ton CD, il a dit je vais le mettre sur le net, on va l'essayer. C'est de l'intuition, ça. C'est pas un grand plan, il n'a pas fait un plan d'affaires. On est tous perdus dans un plan d'affaires. Il y a une compagnie. Pouvez-vous imaginer un gars de 20 ans demeure dans le sous-sol chez lui? Il va aux études, mais son hobby, il travaille sur des ordis. Il aime beaucoup son ordinateur, parce que sur l'ordinateur, il fait des vues quasiment, de l'animation. Il fait même des dinosaures. Puis les dinosaures, ils bougent, sauf que son ordinateur n'est pas assez puissant pour les faire bouger comme il faut.
Il décide d'aller à la caisse pour emprunter 10 000 piastres pour grossir la tour, pour avoir une tour plus puissante. Il arrive à la caisse. Oui, monsieur, je viens emprunter 10 000 monsieur le gérant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi, j'ai un ordinateur, puis sur mon ordinateur, je fais des dinosaures. Puis j'aurais besoin d'un plus gros ordinateur pour mes dinosaures. Les gérants de caisse populaire ne sont pas habitués aux dinosaures. C'est pas le style. Le gars, il a dit, oui, mais as-tu un plan d'affaires de ton entreprise? Il a dit, non, non, je ne fais pas des plans d'affaires, je fais des dinosaures. C'est dans les dinosaures. Oui, mais ça prend un plan d'affaires. Ah, j'ai pas ça. Fait qu'ils sont retournés chez eux. Un de ses chums, comptable. Il dit, connais-tu ça, toi, des plans d'affaires? Ben, il dit, ben oui. Je suis capable de t'en faire un. Fais-moi en don. Ils ont fait un plan d'affaires. Et pas de même. Hein? Relié tout en couleur. 3 mois après, retourne à la caisse. Monsieur le gérant, j'ai un plan d'affaires. Le gérant dit, magnifique. Il commence à regarder ça. Il faudrait corriger certaines choses. Oui, la première année, vous marquez que vous allez faire 50 000 piastres de profit. Impossible, ça, c'est... Non, il faudrait qu'il n'y ait pas de profit du tout. Fait qu'il dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, il dit, enlève des ventes pour 50 000, ça va arriver à 0, ça va être très, très bien pour la première année. Puis la deuxième année, tu dis 250 000. Impossible. Il n'y a pas une entreprise deuxième année fait 250 000. Mais 50 000, ça va être très, très beau. Oh, ben, si tu veux changer les chiffres, c'est tatoué le plan d'affaires. C'est tous des chiffres. La première année, ils ont fait 250 000. Vous savez le nom de la compagnie, c'est Softimage. La deuxième année, ils ont fait 1 million. Ils l'ont vendu à Microsoft pour 204 millions US. Propriétaire de l'Excentrice, le cinéma. C'est des dinosaures. Sacrifice, il y avait une intuition qu'un jour, des dinosaures. Bien, le Titanic a été fait avec le programme de Softimage. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qu'on oublie. On est tous perdus dans nos plans d'affaires, puis on ne saute pas dans la vie. On ne saute pas dans le business. Et ça m'amène à une chose bien importante qui va avec. C'est qu'on veut tout soit permanent. Puis on oublie. On voudrait que la vie devienne permanente. Hey, la vie n'est pas permanente. La vie change. C'est plein de changements, une vie. Une vie, c'est du temps que tu prends. Oh, j'ai reçu une belle lettre. Oh, vous la lire. C'était un email. C'était un message extraordinaire. Un message qui m'est venu d'un gars qui s'appelle Gilles Pelletier. C'est pas le comédien, c'est un gars de Québec. Le 11 septembre 2004 qu'il m'a écrit. Il m'avait vu au Grand Théâtre de Québec. Bonjour, Monsieur Chaput. Un petit mot pour vous dire simplement merci pour le beau travail que vous faites afin de faire comprendre aux gens que la vie est simple et belle. La vie m'a dernièrement joué un mauvais tour. En effet, j'ai un cancer qui malheureusement sans guérison possible. Encore la même sacrifice de maladie. Le diagnostic est tombé officiellement le 29 juillet 2004 après un mois d'interminable attente. Comme j'ai toujours aimé gratter la guitare et quelquefois commettre certains textes, je vous transmets très humblement ce que j'ai écrit pour les gens qui, trop souvent, passent à côté de ce qu'il y a de plus beau, la vie, tout simplement. Mélodie simple, mots simples, mais j'ai pris le temps. As-tu vu le soleil qui s'est levé pour toi ce matin? As-tu vu la pluie qui travaille pour toi ce matin? Hey, as-tu vu l'enfant qui te tend sa main ce matin? As-tu vu? Ben non, t'as rien vu, t'as pas le temps. As-tu vu les beaux yeux qui te regardent dans ta glace? As-tu vu le regard si doux de ton amoureuse? As-tu vu l'espoir du vieux qui attend seulement ta main? Hey, as-tu vu? Non, t'as rien vu, t'as pas le temps. As-tu pris le temps de dire « je t'aime » ce matin? As-tu pris le temps de dire « sacrifice que la vie est belle » ce matin? As-tu seulement pris le temps de prendre ton temps? J'avais oublié, t'as pas le temps. Quand le deadline de ta vie sera coulé dans le ciment, que tout ce qui te restera, c'est du temps. J'espère juste pour toi que tu auras compris à temps que la vie est belle quand on prend le temps. Le reste de ta vie
vis-le à plein temps. Quel beau message. Je connaissais pas Gilles. L'an passé, sa fille est venue me porter sa carte mortuaire. C'est lui, Gilles. Gilles Pelletier est décédé à la maison Michel Sarrazin le 24 mars 2005, à l'âge de 50 ans. Mais il m'a envoyé un sacrifice de message. As-tu pris le temps de vivre? Puis je vous pose la question à tous vous autres. Oui, du fun après-midi. Êtes-vous allé dîner après-midi avec quelqu'un? Sortir, as-tu mangé au Mike's? Il était bon, le sacrifice de spaghetti. Why not? Mais c'est ça qu'on fait pas. Non, c'est toujours en attendant. Puis on oublie le principal. La vie, c'est pas un plan, c'est pas permanent. La vie passe, puis on passe, puis ça change, puis ça bouge. Il n'y a rien de statu quo. Puis Dieu sait, hein? Les droits acquis, ça n'existe pas. Où est-ce que tu as ça, des droits acquis? Où est-ce que c'est fait, ça, des droits acquis? Puis je vais vous parler de moi. Puis j'ai eu des changements dans ma vie. Octobre 70. Ce matin-là, je suis arrivé dans le bureau, je vais m'en rappeler tout le temps. En mettant la clé dans la serrure, à peu près vers 8h moins 10, j'ai eu un feeling. Il y a quelque chose qui n'était pas correct. Je ne savais pas quoi. J'ai ouvert la porte. Je vous jure, il y a eu un feeling. J'ai ouvert la porte, allumé la lumière. On avait saisi dans la nuit tout le ménage dans le bureau. Il n'y a plus de pépites, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de filières. Tous les dossiers sont par terre. Ça prend-tu du monde sauvage? Mais il n'y a plus rien. Alors, je regarde tout ça pendant 5-6 minutes, puis je me dis, il n'y a plus rien à faire ici. Je prends des boîtes de carton, puis je mets tous les dossiers dans les boîtes de carton. Puis j'appelle maman. Puis je dis, maman, je m'en reviens à la maison. Ah, elle dit, c'est le fun, il est 10 heures. On va avoir une belle journée ensemble. Mais je dis, pour moi, ça va être plus long qu'une journée un peu. Ça va peut-être s'étirer. Je suis arrivé à la maison, puis j'ai mis mes boîtes dans le caf. Ça n'a pas pris une demi-heure que l'huissier venait avec ses sacrifices de papier tout sur le long, puis il a saisi à la maison. Puis ça fait tellement mal. Ceux qui ont déjà subi ça savent ce que je veux dire. Ça fait mal jusqu'à l'intérieur des tripes. Parce que vois-tu, la maison chez nous, c'était un port d'attache pour 5 enfants, un peu de même. C'était pas un bien immobilier saisissable. C'est ça qu'on a fait. Puis dans l'après-midi, on a numéroté le ménage. 2 huissiers avec des étiquettes, à mettre des étiquettes sur tout. Puis ils mettaient des étiquettes sur le piano. Puis un de mes petits gars est rentré, 9 ans. Puis il dit, papa, qu'est-ce qu'il fait le monsieur, mettre une étiquette sur le piano? Ah, j'ai dit, c'est pas ça. Il veut pas qu'on perde le piano. Ça a passé. Je vous jure qu'à ce moment-là, je suis complètement perdu. J'ai aucune idée quoi faire. Je sais pas par où commencer. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Puis à un moment donné, je bois du café le matin. Puis Céline, maman, passe. Puis je la regarde. Je dis, maman, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Puis elle me regarde. Elle dit, on recommence. Je dis, on recommence. Sacrifice. Il n'y a plus rien à vendre. Le banc de piano est numéroté. Elle dit, oui, mais ils ont oublié le principal. Toi, tout ce que tu sais, tu as donné des sessions, tu as fait des séminaires, tu as donné des cours à l'école des hautes études, dans d'autres facultés. Tu as toute cette capacité-là. Va vendre ça. 20 minutes après, elle m'a convaincu. J'étais au téléphone. 20 minutes après, j'ai une liste de prospects devant moi, puis j'appelle des prospects. Les finissants de l'école des hautes études, 1954. J'ai ceux de 53 puis de 55, je les connais tous. Puis je les appelle un par un, puis je dis, hey, j'ai quelque chose d'extraordinaire pour ta compagnie. Je peux-tu te voir après-midi? Puis le gars il dit, non, après-midi, on est occupé. Ça va aller à demain après-midi. Lui, il ne sait pas pourquoi je suis pressé. Moi, je le sais en serpent. Le lendemain, je rentre dans son bureau avec un sourire. Puis je le regarde, j'ai de la misère à sourire. Je dis pareil. Je dis, hey, c'est l'affaire que je te parlais hier. C'est moi. Ouais, c'est moi. Voici ce que je vais faire. Je vais venir dans ton entreprise, avec tes employés, on va essayer de découvrir et de mettre sur papier l'identité de ta compagnie, la personnalité de ta compagnie.
On va essayer de mettre ça, le formater sur des feuilles, de façon à pouvoir l'expliquer à chacun des employés de l'entreprise pour pas qu'ils perdent. Puis on va faire des séminaires, puis tous ces séminaires-là vont être faits sur place. Puis on va... De cette façon-là, tu ne perdras jamais l'identité, ce qui fait ton succès. Au bout d'une demi-heure, le gars allume. « Hey, j'aime ça, Jean-Marc! C'est bon! » Il y a des étoiles dans les yeux. Je peux vous avouer à ce moment-là que ça ne vient pas de la tête. J'ai aucune sacrifice d'idée comment faire ça. Je n'ai jamais appris ça de ma vie. Mais ça a l'air à marcher. Il me semble que c'est une bonne idée. Puis là arrive la question. Combien? Le sais-tu, moi? J'ai pas une liste de prix, moi, qui dit ça se vend en boîte de 12, puis on casse jamais les boîtes. Je finis par dire au gars, combien tu payes d'habitude pour une affaire à peu près de même? C'est pas la bonne question. Posez-la pas, elle est pas bonne. Hein? Mais j'ai appris quelque chose, par exemple. J'ai appris quelque chose. J'ai appris ce jour-là que tu peux faire 56 affaires dans ta vie, puis t'en sortir. Voyez-vous, s'il n'y avait pas eu octobre 70 dans ma vie, je ne serais pas ici 2 février 2007. J'aurais jamais pensé de faire ça. Jamais. Parce que dans la vie, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On a des coups de pied. Puis des coups de pied, ça te fait virer. Remarquez que j'ai jamais vu un gars reculer avec un bon coup de pied au cul. Tu sais, quand il est bien fessé, tu avances de 2 pieds. Puis tu as un avantage, tu es 2 pieds en avant du gars qui a fessé. Puis c'est toujours de travers un coup de pied. Tu n'avances jamais dans la ligne droite. C'est de travers. Puis ça fait mal des coups de pied. Mais c'est incroyable comment tu t'en sors parce que tu as changé de direction. J'avais jamais pensé, j'ai jamais appris ce que je fais ce soir. Puis ça fait 36 ans, je suis en 37e année à faire ça. Quand je vous dis que c'est un miracle, c'est le miracle des coups de pied. C'est comme ça que la vie est faite. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà dit, derrière chaque défaite, il y a de grandes victoires. Puis Dieu que c'est vrai. Cette fois-là de la défaite, mon Dieu que ça faisait mal. Jamais j'aurais pensé avoir autant de bonheur à faire quelque chose dans ma vie que les 36 dernières années. Puis pourquoi on évite ça à nos enfants? Pourquoi on ne veut pas que les jeunes mangent des coups de pied? Parce que l'idéal, c'est de manger des coups de pied quand tu es jeune. Parce que plus tu es jeune, plus le spring est serré. Fait que tu rebondis plus vite. Quand tu manges un coup de pied à 50, 60 ans, le spring est comme... hein? Le ressort est un peu plus... Hein? Ça tient moins. C'est difficile à remonter. Puis pourquoi on hésite ça? Pourquoi on a tellement peur des coups de pied? C'est par là que la vie part. Puis ça m'amène à cette considération qui fait que parce qu'on veut faire des plans, que parce qu'on veut que la vie soit permanente, on veut absolument... Puis pour moi, je vous donne ma réponse. Peut-être pas vrai. Mais pour moi, ça n'existe pas, ça, la sécurité. Où est-ce que tu vois ça, de la sécurité? C'est pas vrai. La vie, c'est continuellement un risque. On ne sait jamais où est-ce que ça va aller. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est ça qu'on a peur. Oser prendre un risque. Oser l'essayer. Oser sortir. Puis des risques très simples. J'ai un petit poème que je lis de temps en temps qui parle des risques et qui est tellement le fun. Prendre des risques. Sourire, c'est prendre le risque de paraître ridicule. Sacrifice que le monde a l'air bien. Qu'est-ce que c'est votre expérience? C'est un steak. Mais ça, tu dis, c'est un steak, non? Non, c'est un steak. T'sais, pourquoi les gens parlent pas? J'ai déjà pris un ascenseur, ça fait des années que je dis ça. Prends un ascenseur dans un édifice, il y a des Américains, en entrant, ils parlent. Hi, nice day today, eh? Not too cold. Ils parlent. 2 Québécois dans un ascenseur. Surveille le numéro, si ça sacrifice, il a peur de se perdre. Tu peux pas te perdre, si tu pognes pas le 8 en montant, tu le repognes en descendant, ça va pas de travers. Arrête, t'as le droit de parler. Mais on l'enseigne très jeune à nos enfants, parle pas du monde que tu connais pas. Hein, puis c'est-tu vrai? Pourquoi on a peur de sourire? Pleurer, c'est prendre le risque de paraître sentimental. Mon Dieu, qu'on a peur de pleurer. Si vous saviez
Comment dans la famille, toute la famille, depuis la disparition de Rose, et durant la maladie de Rose, on a appris à pleurer. On a appris à avoir des larmes, puis c'est sacrifice que ça fait mal en dedans. Que c'est pas normal, puis c'est pas juste. Mais c'est ça la vie. Puis pourquoi on a tellement peur? Tendre la main vers l'autre, c'est prendre le risque de s'impliquer. Non, nous autres, au bureau, c'est très, très objectif. On le dit au personnel. En arrivant le matin, tu oublies ton divorce. Tu le repognes à 5 heures le soir en t'en allant. Hey! Peux-tu oublier un enfant malade à la maison? Peux-tu oublier une mère qui est malade? Why not? Comment est-ce qu'on fait pour dire qu'on a des compartiments dans la tête? C'est pas possible. On est des humains à part entière, tout pris ensemble. Faire voir ses sentiments, c'est prendre le risque de montrer son véritable soi. On a-tu peur? On a-tu peur de donner une tape dans le dos à quelqu'un et dire « Hey, t'as fait une bonne job! » Non, ne commence pas à dire ça, il va demander une augmentation, tu vas être fourré. On a tellement peur de dire « C'est le fun, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien réussi. » Un risque. Le risque de faire plaisir à quelqu'un. Étaler ses idées, ses rêves devant la foule, c'est risquer de les perdre. Dernière réunion au bureau. As-tu parlé? Non, je parle plus, moi. J'ai parlé il y a 2 ans, moi, de la marde, depuis ce temps-là, je parle. C'est vrai? Hey! Puis ensuite, on voudrait que les choses changent. On en veut à l'heure actuelle, à Hérouville, parce qu'ils ont parlé. Ils ont peut-être mal parlé, ils ont peut-être dit des affaires, mais ils ne disaient pas pour Hérouville, ils disaient pour les gens qui viendraient. Ils ont dit, hey, nous autres, c'est de même qu'on vit. Puis on dit, oh, c'est effrayant, ils ont été le dire. On en veut au gars qui est allé dire, la ville de Montréal est sale. C'est effrayant de dire. Tu te promènes dans une cochonnerie, mais tu le dis pas, tu lèves tes pieds, puis t'es correct. Hey! Marteau! Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. J'ai connu Céline il y a 56 ans et demi. Elle avait 18 ans, j'avais 20 ans. Puis j'ai demandé de m'attendre. Elle avait 18 ans, puis elle a dit oui. Puis en disant oui, c'était fait. Vois-tu, à ce moment-là, toi et deux, on était jeunes, on ne connaissait pas la vie, on était tombés en amour. Dans notre temps, nous autres, on tombait en amour. Quand tu tombes, tu ne fais pas un plan, tu tombes, sacrifice. Mais à l'heure actuelle, non, avant de commencer à ça, là, on se fréquente pour voir, on l'essaye, ouais, s'il y a de l'incompatibilité, on ne le sait pas. Hein, contrat chez le notaire, 60 pages. Tout est prévu. Si ça ne marche pas, qui c'est qui va avoir le poêle, le frigidaire, tout pensé. T'imagines-tu le premier soir que les bines sont dures? T'es pas heureuse, close 17, out, tabarnak! On fait des sondages sur aimer, sur l'amour. Vivre, c'est risquer de mourir. Le 6 mai 85, je l'ai appris. Jamais jusqu'à ce moment-là, j'avais pensé qu'un jour, un des deux, Céline ou moi, était pour mourir. Mais le 6 mai 85, j'ai appris que la mort fait partie de la vie. Et l'an passé, au mois d'avril, 16 avril, à Pâques, j'ai réappris encore la leçon. Puis ça n'a rien à voir avec l'âge. Puis ça n'a rien à voir avec la logique. Espérer, c'est risquer le désespoir. On a tellement peur de souffrir qu'on fait des... Vous rappelez-vous, quand vous étiez jeune, 20 ans, le bateau que vous étiez pour avoir, le long du lac? Ah, sacrifice, hein? 35 pieds, un vrai bateau. Le bateau que t'as là, c'est bien du trouble, 35 pieds. Ça coûte cher, puis t'as de la misère à sortir ça de l'eau, mettre ça à l'eau. La saison n'est pas longue, tu sais. Non, c'est acheter une verchère, puis un petit moteur 8 forces, on est correct. On rapetisse nos rêves. On a peur du désespoir. Essayer, c'est risquer la faillite. Il y a quelque chose de pire que de ne pas réussir. C'est de ne pas avoir essayé. Et ce que j'ai peur chez nous, c'est qu'on a tellement peur de se tromper qu'après 10 ans d'études pour savoir si les poissons de la Eastmain vont s'habituer à moins d'eau,
Puis là, après 10 ans, on dit, pour moi, ils vont s'habituer. Là, on dit, on va faire les semaines. Il faudrait peut-être faire un moratoire. Tabarnak, jusqu'à quand t'étudies? Quand est-ce que t'arrêtes et dis, on le fait-tu, le barrage? C'est ça que je veux dire. C'est évident qu'il y a des erreurs possibles. C'est vrai que sur la bibliothèque, on a mis de la vitre. Puis la vitre, elle pète. Mais c'était le risque. Mais une fois qu'elle commence à péter, tu dis, comment est-ce qu'on fait pour l'empêcher de péter? Tu ne laisses pas des trous dans la paroi. C'est ça. Les risques doivent être courus. Parce que le plus grand art dans la vie, c'est de ne rien risquer. La personne qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien, mais surtout n'est rien. C'est vrai. N'est rien. On peut éviter la souffrance et le chagrin, puisqu'il y en a des gens qui, toute leur vie, ont fait leur possible pour éviter ça. Mais alors, on ne peut pas apprendre à ressentir, changer, grandir, aimer, vivre. C'est plate, mais ça prend des coups de pied pour apprendre à grandir. C'est bête de même. Mais c'est fait de même. Puis, malheureusement, on a tellement peur de ça. On a tellement peur que c'est jamais de notre faute. On a tellement peur qu'à un moment donné, tout le monde devient victime des choses. C'est pas de ma faute. Non, le cochon, le problème du cochon au Québec, c'est le dollar américain. C'est la faute du dollar si le cochon est fini. À 60 cents, ça allait de même. Là, à 82 cents, le dollar est fini. Le cochon est trop cher, puis on a un voyage, le cochon. Fait que là, on a demandé au ministre de nous aider dans les cochons. Y a-t-il un ministère des cochons chez nous, de sacrifice? C'est ça que je veux dire par victime. C'est jamais de notre faute. Hey, un parc industriel, des usines l'une à côté de l'autre. Je suis dans une usine, il y a 200 employés dans l'usine. 200. Mais le moral n'a pas de l'air très bon. Fait que je dis au gars, gérant de production, je dis, ça n'a pas de l'air enthousiaste, il n'y a pas grand wow. Ah, il dit non, le moral très bon. Je dis, sais-tu pourquoi? Ah, il dit oui, Jean-Marc. Il dit, je ne sais pas comment ça se fait, on dirait que tous les caves du bout se sont ramassés ici. D'habitude, c'est réparti également, ça, des caves. C'est pas toutes dans la même concentration. Mais lui, c'est ça. Il y a quelques années, en Gaspésie, un vendeur d'assurance-vie. Je comment ça va dans l'assurance-vie en Gaspésie? Pas bon du tout, c'est mort. Je dis, pourquoi? Ah, ben, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de monde. C'est le monde en Gaspésie qui manque. Ah, c'était peut-être raison. L'an passé, congrès à Montréal, les assureurs-vie. Il y a un gars de Montréal. Comment ça va, l'assurance-vie à Montréal? Pas bon du tout. C'est pourquoi? Trop de monde. Le monde, la concurrence. Hey, quand est-ce que tu arrêtes? Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas parce qu'on est des victimes des choses. Puis ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que nos enfants, on les embarque là-dedans. On dit à nos enfants, mange ton foie de veau. Puis il devient victime, il faut que je le mange. Mais il dit, oui, mais toi, pas, t'en manges pas, moi, j'aime pas ça. Mange le tien. T'as-tu un doctorat en foie de veau, toi, sacrifice, si t'as pas rien ça, le foie de veau? Mais il devient victime. C'est tellement vrai. Puis là, je vais vous conter l'histoire qui m'est arrivée. J'étais avec ma femme, on est après souper dans un restaurant à la Chute. À chaque fois que je le raconte, je dis parce que c'était tellement drôle. On est assis après souper dans une banquette. Arrive dans la banquette à côté une mère de famille avec 2 petits-enfants. 3 ans et demi, 4 ans et demi. Un petit gars de 4 ans et demi, vite que l'éclair, se garoche au fond de la banquette. Parce que c'est là que tu as le sucre, le sel puis le poivre. Hein? Tu fais de la chimie écœurante avec un verre d'eau. Il sait, lui. L'autre petit gars est obligé de prendre l'allée parce que la femme, la mère, veut s'asseoir en face. Ils font leur commande. Mais je ne sais pas pourquoi, ça prend 25 minutes avant que la waitress revienne avec la soupe. 25 minutes qu'ils ont entendu. La waitress met la soupe devant les 2 petits gars, juste comme elle met en face du plus jeune. Le plus jeune, elle regarde sa mère sérieusement, puis elle dit, « Moi, je veux faire pipi. » La mère dit, « Comment tu veux faire pipi? Ça fait 25 minutes qu'on attend, tu n'aurais pas pu le dire tout à l'heure? »
Là, on a la soupe. Elle est chaude, là, mange ta soupe, on fait pipi tout à l'heure. Oui, mais moi, là, je veux faire pipi. Oui, mais la soupe va être froide, mange. Moi, il dit 17 fois. À ses cœurs. Moi ici, d'ailleurs, je suis juste à côté. En braille, décide. Elle se lève d'un coup sec, une adulte. Puis elle crie fort, tellement fort dans le restaurant, tout le monde a arrêté de manger. Viens, fais bibi! Le petit gars, il vole dans l'allée. Mais là, elle arrête d'un coup sec. Puis là, très sérieusement, elle regarde le petit frère. Lui, il est dans le fond de la banquette. Lui, il n'a pas dit un mot. Hein. Lui, il n'est pas là-dedans pantoute. Il a faim, lui. Hein? Biscuit soda de la soupe, biscuit soda de la soupe. Il n'est pas là-dedans. Elle le regarde très sérieusement. Toi ici, bibi! Le petit gars la regarde, il dit, moi, pas envie. Puis il arrête. Il pisse en famille. Il part toi et toi vers les make-up. Je regarde aller. Ma femme a dit, arrête. Je dis, non. Maman, je viens de réaliser, on faisait pareil. Ben oui, j'allais en Floride avec les 5 enfants en auto. Mes enfants, ils pissaient au plein. Chaque fois, elle était pour du gaz, les toilettes. Puis il y en avait toujours un qui disait pas envie. Pisse pareil. Arrêtera pas avant 4 heures. Quand t'as pas envie, ça pisse pas, frère. Hein? Ben non, qui c'est que t'es pour dire ça? Puis, ensuite, t'es surpris quand ta grand-fille de 24 ans vient à la maison. Puis te dit, j'ai un problème. T'as toujours eu tes solutions. Tu savais tout. Tu savais tout quoi faire dans la vie. Comment se fait que maintenant que j'ai des vrais problèmes d'adulte, 24 ans, tu n'as plus de solution. Et vous, on manque un mot. Et c'est ce mot-là qui est peut-être très important dans notre société. Le mot responsable. Puis par ça, je veux dire capable de donner ta réponse. C'est peut-être le mot le plus important. Capable de donner. Ce qui fait le bonheur dans la vie, puis tu mords dans la vie, c'est que tu sais que tu es capable de donner ta réponse. C'est ta vie. Mais mon Dieu, qu'on a peur. Mon Dieu, qu'on a peur de dire, c'est de notre faute, puis je vais le faire. Puis les animaux comprennent ça. Et vous, j'aurais dit qu'un animal, c'est tout ce qu'il laisse à ses petits. Jamais un animal laisse à ses petits un chalet clair, une maison payée, une police de 100 000. Il laisse une affaire au plus sacrant. Responsable. Avez-vous déjà vu une vache expliquer à son veau, le printemps, que la saison de tétage est finie? Il n'envoie pas un fax. One-on-one communication, hein? C'est vrai. Le veau touche au pied, il mange un coup de pied. Il revient de l'autre bord, un autre coup de pied. Après 15 coups de pied, il n'est pas fou, le veau. Tu continues de même faire tuer, il fesse. Pas à manger de l'herbe. À tout coup, ça fait un veau qui devient vache. Ça marche. Ça marche. Responsable. On a-tu peur de ça? On a-tu peur? Tu sais, ma mère avait une expression en anglais qu'elle disait que je trouvais tellement... There's no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. Comment se fait que nos jeunes pensent qu'un cégep, ça ne coûte rien? On leur a-tu expliqué comment ça coûtait un cégep? Juste un cégep, comment ça coûte en salaire? Comment ça coûte entretenir l'édifice? Puis non, c'est un droit acquis. Sacrifice. Puis on a fait, à un moment donné, on leur a dit, bon, on va vous changer ça. Au lieu de vous donner la bourse, on va vous la prêter. Puis quand vous allez rembourser, on va le prêter à un autre, sans intérêt. Puis on dit, hey, c'est malade, ça. Moi, finir mon cours, je vais devoir 20 000. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne vaut pas en peine de faire un bac. Sacrifice. Ou j'avais un moineau donner un cours de volage à un autre petit moineau. Hein? Une leçon. Cégep extrêmement court. Oh, tabarnak, hein? Tu moineau fait pire, mais tu fais aller tes garcettes, ça va remonter, hein? T'as jamais vu des moineaux tirer d'autres moineaux? Ils expliquent même pas que ça a l'air un chat. Quand tu vois un chat, c'est un chat. Hein, puis le petit moineau s'en va, il dit, maudit que ça a l'air d'un chat. Puis il lève.
Qu'est-ce que tu fais pas avec ton gars de 28 ans, maison? Ben, il est pas encore prêt. T'as-tu déjà vu un moineau passer 3 ans dans le nid? L'air fou, hein? Hey, j'ai rencontré un gars à l'Université de Montréal, il y a plusieurs années. Il avait 34 ans. 4 facultés de fait. Il en cherchait une 5e pour parfaire son éducation. Tu sais, un gars de même, il passe direct de la bourse d'études au fonds de pension, tabarnak. Il n'y aura rien dans le milieu, ça prend un bout, tu sais. Quand est-ce que t'embrayes? C'est pas ça le drame. Où est-ce qu'elle est l'action dans nos choses? Quand est-ce qu'on saute dans l'affaire? Puis au lieu de ça, on a vous en rappelez certainement, il y a quelques années, quoi que ça fait un certain nombre d'années, il y en a qui ne l'ont pas vu. C'était une annonce à la télévision. L'hiver, le petit gars était dans la salle à dîner, dans la pénombre. Puis sa mère s'approchait, puis elle le regardait, puis elle disait « T'as-tu gagné au hockey après-midi? » Puis le petit gars, il disait non. Il disait « C'est pas grave. L'important, c'est que t'as fait ton mieux. Moi, ton chocolat chaud. » Ça des enfants forts, ça, des chocolats chauds. Hein? Tu sais, au mois de mai, quand on va fermer à Vallée-Jonction, 1100 employés vont avoir des chocolats chauds. On n'a pas de chocolat chaud. La vie n'est pas faite de même. Monsieur, le principal dans la vie qu'on a oublié tellement, ça s'appelle gagner sa vie. Et mon Dieu qu'on a peur de gagner. Parce qu'en parenthèse, c'est le mot perdre. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Il n'y a personne qui peut gagner pour les 1100 employés à Vallée-Jonction aujourd'hui. C'est eux autres qui doivent le faire. C'est eux autres qui doivent se prendre en main. C'est eux autres qui doivent dire « Sacrifice, we're gonna do it ». C'est ça que ça veut dire. Et remarquez que c'est partout pareil. Gaspésia, 600 employés ont perdu leur job. Pas de chocolat chaud. Le Bel sur Quévillon, Moulin fermé, pas de chocolat chaud. Port-Alfred, pas de chocolat chaud. Ça n'existe pas des chocolats chauds dans la vie. C'est ça que ma mère me disait si bien en langue anglaise, mais tu peux le dire en français. There's no free lunch. Il faut que tu le gagnes. Il faut que tu passes au travers. Puis mon Dieu qu'on a peur. Mon Dieu qu'on a peur. Veux-tu gagner sa vie? Les animaux comprennent ça first shot. Je suis allé au Kenya, 1983. Au Kenya, j'ai vu des gazelles courir. Un après-midi, c'était avec Céline. On regarde un troupeau de gazelles. Il y a un troupeau de gazelles au loin qui sont dans un champ. Magnifique, à peu près 200 gazelles. C'est très beau, hein? C'est comme ils sont en train de... Comme des vaches, ça mange de l'herbe. Puis à un moment donné, il y a une lionne qui est sortie du sous-bois. Puis il est parti après les gazelles. Oh! Ça court une gazelle, 70 000 à l'heure sur 4 pattes. Même un petit peu plus vite quand il y a une lionne qui court après la gazelle. Le yaourt charrie la bébite, hein? J'ai jamais vu des animaux courir aussi vite. Puis les gazelles courent, mais la lionne suit une gazelle. Ben, ça en vient de travers, la lionne. Fait qu'on en regagne sa gazelle. La gazelle avance, puis la lionne. Mais à un moment donné, elle est tellement proche que je dis à Céline, maman, regarde, la lionne va sauter sa gazelle. Juste à ce moment-là, c'est la sacrifice de la gazelle qui saute. Elle saute 3-4 pieds. Puis en sautant, elle vire 90 degrés. C'est là qu'elle a fourré le lion fret. Ouais, parce que le lion continue, il me dit, où est-ce qu'elle est la gazelle? La gazelle est par là. Hey, j'ai vu le lion revenir au point de départ, pas de gazelle. Mais il n'y avait pas de chocolat chaud non plus. Vois-tu, un lion, il saisit une affaire. Cherche-toi une autre gazelle, tabarnak. Vois-tu, jamais les lions sont allés voir le gouvernement provincial. Puis on dit là, faudrait que tu nous fournisses des petites gazelles qui n'ont pas peur. Parce que là, on court comme des fous ici, puis on ne pogne rien. Puis les grosses, il faudrait que tu les attaches. Parce que si ça continue de même, nous autres, là, on va mourir de faim. Tu vas être responsable de la disparition des lions dans la forêt africaine. Elle a l'air fou quand je parle de la gazelle. Hein? Puis là, il y a juste le gouvernement provincial qui peut sauver Olimel.
Ça ressemble-tu à mes gazelles? À mes lions? C'est ça que je veux dire. Puis pourtant, on oublie des exemples extraordinaires. Des exemples. J'en ai un parce que je suis allé dans la vallée de la Matapédia à l'automne passé. On parle des éoliennes. Hein, la Gaspésie. Puis à côté d'Amkoui, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Noël. Saint-Noël, 500-600 habitants. Saint-Noël, il a entendu parler des éoliennes, ils ont dit « Hey, c'est une bonne idée d'en avoir une. » Ils ont formé une coopérative. La coopérative de solidarité de Saint-Noël. Un village, une éolienne. Ils ont ramassé 1,5 million, puis ils ont jeté une éolienne. L'éolienne va être installée dans le village. Et l'éolienne va fournir gratuitement l'électricité pour l'école puis l'église. 50% des profits, des trop perçus qu'il va avoir l'éolienne va être distribué dans la communauté. Seulement 50% des trop perçus vont être remis aux membres de la coop. Saint-Noël. Ils n'ont pas compté sur le gouvernement pour faire une éolienne. Ils n'ont pas été voir s'il y aurait un règlement à éolienne. Ils ont fait une éolienne. À l'heure actuelle, tu as 1100 employés qui ont tous des comptes de banque. Puis je comprends, ce n'est pas des fortunes. Mais il y a eu une entreprise dans le Témiscamingue où un jour on a fermé le moulin. Et il y a eu 600 personnes qui ont perdu leur job. Puis 3 semaines après, il y a des camions qui sont arrivés, qui sont placés le long de l'usine. Fait que les employés se sont approchés, mais ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, ils ont dit, on déménage l'équipement. Oh, ils ont dit non. Tu n'as pas le droit de déménager l'équipement, ça appartient au village. Tu vas laisser l'équipement là, parce que si jamais tu mets l'équipement sur le camion, ton camion ne traversera jamais le pont. Puis les camions sont repartis vides. Puis ils se sont retournés de bas. Puis ils ont été voir la compagnie, puis ils ont dit, comment est-ce qu'il coûte ton sacrifice de moulin? Puis ils ont jeté le moulin. Ils ont emprunté jusqu'à troisième hypothèque sur leur maison pour acheter des actions dans la nouvelle compagnie. Puis la nouvelle compagnie a commencé à opérer le moulin. 2 ans après, elle faisait des profits. La compagnie, vous la connaissez maintenant, elle s'appelle Tembec. Elle m'a arraché dernièrement, elle recommence à faire des profits à l'heure actuelle. Tembec, ça vend dans 3 milliards quelques par année de dollars. Ça a déjà appartenu aux gens de la place. Ils ont fait tellement une augmentation dans leurs actions qu'ils avaient achetées qu'ils ont décidé de les vendre. C'était leur jeu. Mais à l'heure actuelle, Tembec, c'est l'histoire d'une coop qui s'est repris en main. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça chez nous? Qu'est-ce qu'on attend pour qu'à un moment donné, on arrive à sortir quelque chose puis qu'on gagne? Qu'on arrive à gagner ces choses. On a tellement peur. Puis on n'a pas une jeune génération qui a besoin de ça. D'avoir des gens plus âgés qui se reprennent en main juste pour montrer aux plus jeunes que c'est comme ça qu'on fait la vie. Une vraie histoire que je vous raconte. Un jeune homme né en Californie fait ses études primaires collégiales en Californie. Quand il est arrivé à l'université, il a décidé de se chercher une université qui lui donnerait une bourse d'études. Il jouerait au football pour l'université. Puis il a trouvé une université tout à fait à l'autre bout, en Nouvelle-Angleterre. Puis au mois de septembre, il est parti de la Californie puis il a déménagé en Nouvelle-Angleterre. Dernière semaine d'octobre, le lundi, après une pratique, le coach s'approche de lui avec un télégramme dans la main. Puis il lui dit, on a des mauvaises nouvelles. Il y a eu un accident monstre d'automobile à San Diego. Ton papa et ta maman impliqués dans l'accident. Ta maman est aux soins intensifs. Ton papa est décédé. Fais tes bagages, prends une semaine, tu reviendras la semaine prochaine. Évidemment, le jeune homme part à pleurer dans les bras du coach. Mais après une vingtaine de minutes, il se lève la tête et il dit, coach, si je pars pour la semaine, je ne serai pas là samedi. Il y a une partie samedi après-midi. C'est celle-là qu'on pratiquait tout à l'heure. Le coach dit, pas grave, on va te remplacer. Mais il y a eu toute une surprise, le coach. Parce que le jeune homme, le jeudi soir, a pris l'avion de nuit. Puis il a voyagé toute la nuit vers la côte Est. Puis arrivé dans l'après-midi du vendredi, il s'est habillé, puis il a pratiqué comme un démon. Il est partout sur le terrain, tout le monde n'en revient pas. Puis après la pratique, trempe en lavette,
Tout essuyé, il va voir le coach. Il dit, coach, j'ai une faveur à te demander, coach. La partie de demain, coach, je vais commencer. Je vais être dans l'équipe du départ. Le coach dit, écoute, tu as bien pratiqué, tu vas jouer un gros 5 minutes. Coach, je veux pas jouer 5 minutes, c'est pas ça que je te demande. Je veux commencer la partie. Fais-moi une faveur. Donne-moi une chance. Laisse-moi commencer. Il me plaît tellement bien. Le coach dit, correct. Tu vas commencer la partie, mais pas 5 minutes, trop long. 3 minutes. Si au bout de 3 minutes, tu n'as rien fait, tu ne joues plus la partie. Le lendemain, la partie commence. 1 minute et demie la partie. Deuxième petite passe. Toute petite latérale. Il part en courant, l'attrape, touché. Le coach n'en revient pas. Il le laisse là, il continue à jouer. 2 autres touchés. 3 touchés, même joueur, même partie. Évidemment, il y a le héros de la partie, tout le monde saute dessus après la partie. Le coach s'approche, mais c'était fantastique. Hey, tu vas jouer professionnel. Mais qu'est-ce que tu as pris? Tu n'as jamais fait un touché durant toute la saison. Tu en fais 3 après-midi. Il y a quelque chose de différent dans ton jeu. Depuis que tu es allé en Californie, as-tu pris des cours? Le jeune homme le regarde et dit, voyons donc, j'ai pas pris de cours. Mais il dit, peut-être qu'il y a une chose que tu ne savais pas au sujet de mon père, coach. Mon père en Californie, coach, il était aveugle. Il m'avait jamais vu jouer au football. Après-midi, il a vu sa première partie. On retourne. On retourne chez nous ce soir. On a des jeunes qui nous regardent jouer la partie de la vie. On la joue comment? On la joue dessus fessier, chicken. On la joue dessus en ayant peur, raisonnable, aussi au contraire, avec une passion de dire, on a un pays à bâtir chez nous. Il y a des gens qui me disent, Jean-Marc, tu as 76 ans, quand est-ce que tu vas arrêter? Jamais s'il y a moyen. Jamais je vais arrêter. Tant que je vais avoir de la santé. 2 raisons. La première, vous ne savez pas le plaisir que j'ai eu ce soir à vous parler. C'est extraordinaire. Il y a une énergie à l'intérieur de moi à chaque fois. Puis pourtant, je n'ai pas très bien dormi la nuit passée. Mais malgré tout, il n'y a aucune fatigue, au contraire. C'est fantastique. Mais il y a une deuxième raison aussi. J'ai 21 petits-enfants. Je ne veux pas qu'il y ait l'impression que la vie arrête à 65 ans et tu joues au golf. C'est pas que j'en veux au jeu de golf, bien au contraire. J'aime prendre des vacances, j'aime fêter, j'aime avoir à la pêche. Mais entre-temps, il y a un pays à bâtir. Il y a un pays. Puis on ne bâtit pas un pays à prendre une marche dans un centre d'achat. C'est plus grand que ça, un pays. Chacun de nous autres a une job à faire. Et quand je dis d'être politiquement correct, je veux dire arrêter de tenir le pas, puis de suivre la gang, d'en sortir, puis de commencer à faire un chez nous. J'ai 21 petits-enfants qui, dans 25 ans, vont être dans ce pays. Il va avoir l'air quoi, ce pays-là? Moi, j'y serai plus. Mais il va être là, le pays. Je ne suis pas le dernier vivant dans cette terre-là. Qu'est-ce que j'aurais fait? Le pays ne doit rien à Céline puis moi. On continue à travailler chacun à notre rythme. Et chacun de nous autres a un job à faire. Chacun de nous autres a un job. Puis c'est en faisant ce job-là qu'on va bâtir un chez nous plein de joie et de bonheur. Jouons la game à 300%, politiquement incorrect. Merci, 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 merci. C'est à votre tour. Faites-les. Tous ensemble, on peut changer le monde. Chacun de nous autres. Merci beaucoup. Merci.